Je ne suis pas Gérard Reynaud, vous l'aurez remarqué. Gérard Reynaud, maire de Bousset, est retenu. Il accompagne un ami et sa dernière demeure cet après-midi, donc il ne pouvait pas être présent parmi nous. Moi, je suis Eric Salvo, adjoint au maire, et Gérard m'a mandaté pour passer un ou deux messages et vous souhaiter la bienvenue. Donc cet après-midi, il s'agit d'une réunion d'information qui contient des temps d'échange. J'aimerais que les quelques intervenants qui vont s'exprimer après moi puissent le faire dans un climat respectueux. Si vous souhaitez compléter ce qui aura été dit ou présenter un point de vue différent, ce qui est votre droit, des micros seront disponibles à la fin pour que chacun puisse prendre la parole s'il le souhaite. L'ensemble du conseil municipal de Bousset, qui ne souffre pas de pensée unique, soutient la démarche de M. Bruno Fournier, à qui je vais maintenant laisser la parole. Merci. Bonjour. Alors, je suis conseiller à Bousset depuis 2014. Avec Casimir Kalinka, nous représentons le syndicat des miniers roulants. La mairie a le profond désir que cette réunion se passe dans le dialogue, l'échange et le respect. Très vite, au sein du syndicat des miniers roulants, je me suis aperçu de la complexité des dossiers. On nous parle de diverses pollutions avec analyse à l'appui, mais il faut être chimiste pour comprendre. On nous parle de continuité écologique, de restauration de la continuité écologique, d'aménagement. Toutes ces belles formules pour éviter de parler d'arasement et de destruction. Nous avons une réunion par trimestre et je n'ai pas honte de vous dire que j'ai mis 1 an pour comprendre que continuité écologique reviendrait à retrouver des rivières à l'état originel. Il faut décoder. Et j'ai pas honte de dire aussi que par manque de connaissances, au début du mandat, j'ai voté pour des arasements de chaussées. Enfin bon, c'est très flou, mais au niveau de Florey, il y a 5 ou 6 chaussées qui font l'objet d'études. Et au début du mandat, on l'a tous voté. Voilà. D'où l'idée d'organiser cette réunion. Pour éclairer les élus, les riverains, les propriétaires de moulins, que les élus, ils entendent aussi un autre point de vue sur certains sujets, tout en gardant leur discernement, qu'ils puissent se rendre aux réunions avec une meilleure compréhension des différents thèmes. Mais n'oublions pas une chose, le PTB, c'est Établissement public territorial du bassin de la Sèvre, qui est maintenant basé à Clisson, au Nidois, et les syndicats ont leur rôle et des tâches nobles. Le PTB se doit de mettre en application les directives de différentes instances et de leurs supérieurs. Ce sont des fonctionnaires et ils appliquent. Monsieur Robert Biraud va nous expliquer sa vision de la continuité écologique. Donc je suis récemment dans les moulins, en fait, parce qu'on a hérité d'un moulin à Saint-Georges-de-Montaigu. Et puis une plus grande progression, c'est-à-dire que je me retrouve président de la VAM, Association Vendéenne des Amis des Moulins, donc qui défend les moulins aussi bien avant que à eau, avec une logique de sauvegarde, on y reviendra. Il y a d'autres associations alentours, dans les départements alentours. Il y a l'AMLA pour le 44, Association des Moulins de l'Or-Atlantique, l'ARAM pour le 79, l'ASMA pour l'Anjou. Donc on a, chaque département a une association et on dépend toutes ces associations d'une fédération nationale, la FFAM, Fédération française, alors c'était des amis, maintenant c'est des associations de sauvegarde des moulins, qui regroupe à peu près 120 associations au niveau national sur tout le territoire et qui a environ un peu plus de 10 000 adhérents propriétaires. Il y a une autre association, une autre fédération, pardon, c'est l'histoire, c'est la FDMF, la Fédération des Moulins de France, et on travaille aussi beaucoup avec ARF, Association des Riverains de France. Alors j'en arrête là pour la présentation. Je vais passer la parole à M. Manceau, donc, qui est maire de Torfou. Bonjour à tous. C'est pas calé dans l'intervention. Moi j'avais prévu plutôt parler un petit peu port technique, mais
Je voulais parler aussi en tant que président du syndicat d'eau, région ouest de Cholet. Et comme vous le savez, ce syndicat alimente notamment la commune de Bousset. Puisque quand on parle de continuité écologique, bien entendu, ce qui est important, c'est effectivement retrouver dans nos milieux une qualité d'eau pour qu'on puisse continuer effectivement à produire de l'eau potable. Alors c'est devenu un gros chantier pour produire de l'eau potable, puisque depuis, j'anticipe peut-être les interventions, et depuis des décennies, depuis les années après-guerre, pendant les 30 glorieuses, eh bien, on a été très dynamique, que ce soit au niveau industriel et dans un deuxième temps au niveau agricole, et on a poussé les machines à fond. On a utilisé la chimie et les découvertes intéressantes de la chimie en termes de productivité, et effectivement, on n'a pas pris les précautions, et donc on a, à travers nos activités, effectivement, chargé le milieu d'un certain nombre de molécules que l'on retrouve aujourd'hui en quantité. Donc, pour ne pas oublier, vous dire quand même qu'aujourd'hui vous buvez de l'eau potable, on a été amené à mettre une nouvelle filière, du moins une nouvelle étape dans la filière. Je vous encourage, quand on organise des portes ouvertes, de venir, parce que c'est vrai que c'est devenu quand même quelque chose d'assez complexe. Mais on passe l'eau maintenant dans un bassin chargé de charbon en poudre pour arriver de piéger non seulement la matière organique qui reste, mais surtout les molécules chimiques, pesticides, voire médicamenteuses. Alors on ne fait pas 100%, mais c'est des résultats remarquables, et c'est grâce à cette nouvelle filière qu'on peut produire de l'eau potable sur la rivière de la Sèvre. Alors, pour vous rassurer aussi que la Sèvre, l'eau s'est améliorée. Alors c'est difficile à expliquer, puisque les techniques d'analyse ont vraiment évolué. Juste un exemple. Les analyses sont faites, parce que notre barrage, le Longeron, il s'appuie entre le Longeron et Saint-Aubin. Les analyses sont gérées supervisées par la préfecture de Maine-et-Loire, et c'est donc le laboratoire du département qui fait les analyses. En 1999, parce qu'on parle beaucoup de pesticides, il n'y a pas que les pesticides, on cherche tous les métaux lourds, c'est des analyses très très complètes. Mais pour revenir aux pesticides, parce que ça touche quand même notamment le milieu agricole, et j'y suis sensible parce que c'est mon premier métier. En ce qui concerne les pesticides, en 1999, on recherchait sur 2 familles de pesticides, soit une trentaine de molécules. Aujourd'hui, en 2015, on cherche plus de 50 familles de pesticides et on est sur plus de 200 molécules. C'est pour vous dire l'évolution, je dirais, de la surveillance qui est nécessaire. Mais c'est difficile de dire que l'eau s'améliore parce que nos techniques d'analyse sont devenues tellement pointues, on est capable de trouver un millionième de microns, alors qu'il y a quelques années, un dixième ou centième de degré, il y a une dizaine d'années, centième de microns, ça s'arrêtait là. C'est pour vous dire que, et je comprends que notamment, je m'excuse de défendre le monde agricole est très agacé parce que le monde agricole fait des vrais efforts, et je peux en témoigner. Et finalement, on est toujours à les montrer du doigt pour cette responsabilité par rapport à la qualité de l'eau. Donc, voilà, je voulais dans un premier temps témoigner de l'importance de la qualité de l'eau quand même, parce que c'est très important pour produire de l'eau potable, pour nous, mais pour les générations futures, parce que pendant très longtemps, au niveau de la politique, notamment dans notre département, pendant longtemps, jusqu'aux années 2000, c'était de dire on a une très bonne alimentation avec la Loire, c'est pas la peine de s'embêter à produire de l'eau sur des bassins ou des rivières secondaires, mais on s'est rendu compte, suite à une pollution, que si un jour la Loire allait polluer, on n'a pas du tout de solution. Donc les élus, les grands élus sont revenus sur leur position et ils ont concentré, je dirais, la production d'eau sur des secteurs, je dirais, faciles, comme la Loire, parce qu'en termes de débit, on est sûr d'avoir la quantité. Eh bien, on a orienté la politique sur la diversité de la ressource et l'interconnexion aussi des différents syndicats pour assurer le potable.
Donc, je m'excuse d'être long sur cette partie-là, mais ça me semble important. Alors, pour la continuité écologique, au niveau du syndicat, et je m'arrêterai pour l'étiquette syndicale, depuis 2 ans, j'ai demandé à l'exploitant, parce que notre barrage, on le gérait plus ou moins. Hein. Et je tiens à rassurer tout le monde, on va quand même compléter une étude, mais quand il y a des inondations en aval, on dit toujours que c'est la faute du barrage. Au barrage, il y a 3 pelles de 14 mètres de large. Vous imaginez quand les pelles sont ouvertes. Mais quand il y a des inondations ici, l'eau là-bas, en amont, on pâtit, de toute façon, elle est plus de 1 mètre au-dessus de tous les ouvrages. C'est-à-dire que, retenu ou pas retenu d'eau, les inondations, c'est lié effectivement aux arrivées massives sur ce bassin qui est quand même assez accidenté et sur un linéaire de cours d'eau conséquent, puisque le barrage des rivières se situe environ à peine 90 mètres de sa source. Donc ça fait des arrivées d'eau importantes, et je répète, quand il vient des grosses masses d'eau, eh bien barrage ou pas barrage, de toute façon, on est sous l'eau. On est sous l'eau au niveau du bâti. Pour revenir un petit peu plus à l'échelle de la commune, Bruno m'a demandé d'intervenir. C'est vrai que effectivement, j'ai évoqué qu'on est en responsabilité. En plus, nous, au niveau de la commune, on a 5 km de rivière, en limite donc avec Tifauge et donc la Bouffière. 5 km. Et on est propriétaire, depuis une dizaine d'années, on est propriétaire d'une chaussée, la chaussée du Foulon. C'est vrai, quand on a acheté cette chaussée, on l'a acheté par défaut. Parce que ce qui nous intéressait, nous, c'était d'acheter le chemin à la famille de la Bretèche pour assurer d'une part une continuité, garantir une continuité de cheminement, parce qu'il y a un très beau sentier de randonnée. Hein, Pousset c'est beau, mais Torfou c'est plus beau, vous le savez tous. Et donc, on voulait acheter le chemin, mais sincèrement, c'est moi qui ai signé l'acte, je me suis vraiment jamais soucié de la chaussée. Si bien que c'est un moment après, j'ai demandé à un de mes élus, au fait, comment ça fonctionne là-bas. Il me dit, t'inquiète pas, les pêcheurs s'en occupent. Et c'est pour dire que, eh bien, on avait oublié de s'intéresser à ces ouvrages, et puis en plus, avec la mise en place du syndicat des milieux roulants qui a son rôle, c'est important, parce qu'on a la chance d'avoir un technicien qui est disponible, eh bien, nous, en tant qu'élus, eh bien, on avait tendance à dire, il y a un problème, il y avait éventuellement des questionnements de la part des riverains, propriétaires, ou autres, eh bien, on s'intéressait pas. On regardait tout juste la question et on refilait le bébé à la structure qu'on a mis en place. Cette structure, je répète, elle a son rôle. Mais dans ce message-là, ce que je voulais dire, c'est que effectivement, il faut, à un moment donné, effectivement, se prendre aussi assumer nos responsabilités et ne pas toujours compter sur les autres pour s'occuper de tout. Et c'est vrai que c'est aussi un message que je voulais faire passer. J'aurai pas la parole après parce que je vais consommer le temps certainement. Donc une dernière chose que je voulais dire par rapport à la continuité écologique et à l'échelle en ce qui concerne plus précisément des chaussées, j'anticipe ce que tu vas dire peut-être Bruno, et je te l'ai dit déjà. Moi je me souviens, il y a une quinzaine d'années, à une des réunions du SAGE, ça se passait à Tifauge, il y avait donc monsieur Félix Durand, je ne vais peut-être pas citer son nom, qui est aujourd'hui en retraite, il est peut-être dans l'Assemblée, je ne sais pas. Lui, il est propriétaire d'un moulin donc sur la Moine, mais c'est un petit peu la même problématique sur la Moine. Sur la Moine, on arrose les ouvrages, parce que c'est pas bon pour la continuité écologique. Et je me souviens très bien de Félix, il a fait toute sa vie auprès de cette rivière. Lui, il défendait, il y a déjà plus de 15 ans, mais il faut ouvrir les vannes. Et je me rappelle, il l'avait dit d'une façon très poétique, il a dit « Ouvrez la cage aux oiseaux, ouvrez la cage aux oiseaux ». Je revois Félix, en pleine assemblée, tout le monde regardait sur Félix, il avait raison. C'est très important en fait. Et je crois que un des points importants, enfin vous allez revenir plusieurs fois dessus, c'est effectivement pour qu'on améliore les choses et puis qu'il y ait une vraie vie sur cette rivière, et bien pour qu'elle vive, eh bien il faut lui donner à certains moments effectivement l'occasion d'avoir de l'oxygène, d'avoir de l'eau qui passe. Et à ce propos, et je vais terminer là-dessus, je reviens à notre syndicat d'eau. Donc depuis 2 ans, j'ai exigé aux fermiers
d'ouvrir les pelles. Donc, vous savez, on a un clapet qui est automatique pour gérer le niveau du barrage, mais on a 2 pelles manuelles. Donc, il y a une pelle manuelle de 14 mètres de linéaire qui est ouverte maintenant du mois de novembre jusqu'au mois de juin, quels que soient les pluviométries en amont. Pourquoi? Pour gérer un petit peu, même si c'est pas conséquent, une possibilité de marnage d'eau pour s'il y a des arrivées, que ça stocke de l'eau, mais il n'y a que 200 000 m3 dans le barrage, c'est pas si énorme que ça. Mais surtout pour améliorer la qualité de l'eau, et l'exploitant me dit depuis qu'on a du manganèse, ça vient par le milieu naturel, et depuis qu'on fait ça, bon, il a trouvé qu'on améliore notre système de filtration, donc de production d'eau. Donc du coup, on joue sur les 2 tableaux. Bon, on n'a pas fait d'études, c'est du bon sens, et je vais terminer là-dessus. Il y a des fois, c'est le bon sens qu'on oublie de mettre en avant. Là, on rentre dans le vif du sujet avec la continuité écologique. Alors, je vous ai dit une petite conclusion d'une lettre qu'on a envoyée un peu par provocation. C'est une lettre d'une association locale de protection de l'environnement. Le président conclut, qui traitait de la continuité écologique et de l'effacement des chaussées. Il conclut de cette façon: malheureusement, les hommes polluent et les rivières n'en peuvent plus. Ça, on est d'accord. La continuité écologique, grâce à la suppression des effets de seuil, est le moyen le plus efficace pour améliorer la situation écologique des rivières. Là, on est un peu moins d'accord. Et c'est le seul, puisque ceux qui polluent le plus entendent continuer à le faire, ça c'est nouveau, et avec, il faut le dire, la compréhension coupable des autorités. J'en suis resté baba. C'est un président qui défend quand même l'environnement localement. Je ne dirai pas son nom. Pour nous, la continuité écologique dans les rivières, les meuniers avec leurs moulins l'ont pratiquée depuis des siècles et la pratiquent encore. C'est un peu ça le problème aussi, c'est qu'elle n'est pas pratiquée par tout le monde. Mais si on la pratiquait, en fait, à mon avis, il y aurait beaucoup moins de soucis. Il suffit, en fait, comme le propose Bruno, d'ouvrir les vannages. Voilà. Et nous, évidemment, la continuité écologique, la vanne, on est pour quand elle est faite correctement. Alors, comment on en est arrivé là avec des partis pris aussi intransigeants? On va essayer de faire par étape l'histoire en fait de comment on en est arrivé là. Et au départ, en fait, c'est la directive européenne 2000, DC 2000, il y a déjà 15 ans, qui fixait pour chaque pays de l'Union une amélioration de la qualité des eaux de surface et souterraine à objectif 2015. On y est. Ça a déclenché beaucoup de choses, mais gardez en mémoire, on parle uniquement au niveau de l'Europe d'amélioration de la qualité de l'eau. Pardon? Des eaux, de l'eau en général, en fait, générique. Elle s'impose à tous les pays de l'Union, en fait, et en France, là, chaque pays est libre, en fait, de choisir la méthode ou les actions pour y parvenir. En France, on a en 2006 voté la LEMA, la loi sur l'eau et les milieux aquatiques. Elle a été votée le 30 décembre 2006. Et donc là, on est rentré, c'est à ce moment-là qu'on a parlé, et uniquement à ce moment-là, qu'on a parlé de continuité écologique. Je suis toujours, à chaque fois je reprends, quand je vois encore la semaine dernière un article sur Tifauge, où on nous dit l'Europe nous oblige à la continuité écologique. La réponse est non. La continuité écologique, c'est un terme purement français. Elle précise 5 facteurs pour améliorer la qualité des eaux. La fragmentation des habitats, ça on y est dedans, donc ça c'est vraiment ce qui nous concerne au niveau des moulins. Les pollutions, la surexploitation des ressources naturelles, c'est en fait trop de pêche, notamment par exemple la civelle, les espèces invasives, vous connaissez en fait, et le changement climatique. Voilà les 5 facteurs de la LEMA pour améliorer la qualité de l'eau. Et donc, elle définit les actions de restauration de la continuité écologique, donc terme purement français. On descend d'un cran, on est à l'Europe, on est passé à la France.
En dessous, il y a le SDAGE. Le SDAGE, schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. C'est un programme pour 5 ans, 2016-2021, signé le 4 novembre 2015, c'est tout récent. C'était signé, ça paraît dans le journal, en fait, à Orléans. Donc là, on est concerné tout le bassin versant de la Loire, de sa source à l'estuaire. Peut-être que tout le monde connaît, hein, mais j'essayais de repartir en fait, du début. Plus la Bretagne, donc c'est le plus grand de France. Et il correspond à ce qui est géré par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, AELD. L'Agence de l'eau, comme toutes les... Il y en a 6 en France, et donc il y a 6 SDAGE en France. Et chaque agence de l'eau a énormément de moyens, on va y revenir. Il est en application au 1er janvier 2016 pour 5 ans, les 5 années à venir. On descend encore d'un cran, là on est rendu au niveau du bassin versant de la Sèvre nantaise. Donc en dessous du SDAGE, chaque bassin versant a son SAGE, schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Pour nous, donc le bassin de la Sèvre nantaise, alors dans chaque SAGE, il y a énormément d'intervenants, enfin, je n'ai pas dit trop, il y en a beaucoup, notamment l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, la clé, l'EPTB, c'est établissement public territorial de bassin, et il y a pour la Sèvre nantaise 7 syndicats de rivières, dont les Ménés-Roland, dont on dépend, pour cette partie de rivière. 2 régions, 4 départements, les communautés de communes, les communes, et il faut bien le dire, tout le monde est dans la même logique d'améliorer la qualité de l'eau. C'est au niveau du SAGE, alors le SAGE, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un petit document de 200 et quelques pages, on va y revenir. C'est pas trop diffusé en fait, il est disponible sur internet, mais voilà, vous connaissez le SAGE? Bon. Il y a 199 pages où on n'a trop rien à dire au niveau des moulins. Hein, ah ben, faut le dire. Beaucoup de choses. Il fait 200 000 pages, il y en a 199. En fait, où on parle effectivement beaucoup d'amélioration de la qualité de l'eau, mais il y a 9 pages qui nous interpellent quelque peu. Ces 9 pages, c'est la partie M3, les pages 124 à 133, plus la page 202 à la fin. Restauration, on va mémoriser ces 2 termes, on va rentrer dans le détail. Restaurer la continuité écologique, ça c'est le premier point, on va rentrer dans ce qu'est pour le SAGE et comment ça, quelles sont les actions du SAGE pour restaurer la continuité écologique. Et puis, excuse-moi, tu peux revenir, un plan sur les ouvrages hydrauliques. Alors, effectivement, quand on parle de chaussées, vous connaissez, les seuils, les barrages et les ouvrages hydrauliques. Hein. Tout ça, c'est nos chaussées de moulins prioritairement. Pas que, mais quand même prioritairement. Restaurer la continuité écologique, page 124, c'est quoi? C'est le transport des sédiments de l'amont vers l'aval et la circulation des espèces qui doivent en fait franchir les vannages des moulins pour que justement à la fois la faune et enfin, tout ce qui est dans la rivière puisse circuler librement. Alors, tu avais prévu une intervention d'une société de pêche? Oui. Tout ça, c'est... Patrick Poirier, vous êtes là, non? Thierry. Non. C'est juste votre avis sur la continuité écologique, si vous voulez. Donc, aujourd'hui, je représente la société Le Gardon-Bousséron de Bousset. Et la Bouffière, c'est vrai. Donc, nous, au niveau de la société de pêche, nous constatons que depuis quelques années, nous avons le retour de certaines espèces de poissons, telles que la bête, goujon, voire même des verrons dans des ruisseaux. Donc, ce qui veut quand même dire que l'eau est en bon état sanitaire. Et en ce qui concerne les anguilles, nous avons une réglementation de plus en plus stricte, soi-disant parce que l'espèce est en voie de disparition. Mais étant donné que la pêche à la civelle est de plus en plus, comment dire, il y a une surpêche au niveau de la pêche à la civelle qui est réglementée, mais malheureusement ils ont augmenté les quotas encore cette année parce qu'il y a de l'argent en jeu. Vous savez combien en fait? Ils sont passés de 47 tonnes de civelle en 2013-2014 à 94 tonnes, juste double, de pêche de civelle au niveau de Nantes, enfin au niveau d'Alvar. Sans compter, parce que là il faut ajouter tout ce qui se pêche en dehors frauduleusement. Donc effectivement on peut dire il n'y a pas de civelle,
Moi, je peux même rajouter, il y a un vrai souci, c'est qu'il y a, dans un autre bouquin qui a été publié par la Vendée, il n'y a aucune anguille au-dessus du barrage de la Bultière, par exemple, bassin versant de la Bultière, parce que la Bultière, c'est un barrage de 30 et quelques mètres de haut, il n'y en a aucune qui peut passer là-haut. Et on s'étonne qu'il n'y a pas de sirène au-dessus de la Bultière. Voilà. Donc l'anguille, quand on dit qu'il faut remettre de l'anguille partout, ben, commençons par le début. Il faut peut-être que les sirènes remontent. Et en plus, sans parler du braconnage. Donc, bon, à nous, de toute façon, supprimer les chaussées, bon, pour nous, c'est supprimer la pêche, parce que l'été, évidemment, s'il y a un été sec et chaud, il n'y aura plus d'eau. Plus d'eau qui n'est plus de poissons, sauf dans quelques trous qui seront faciles à braconner en plus. Donc plus d'oxygène et les poissons qui survivront, ben, qu'est-ce qui se passera? Ils finiront par mourir, quoi. Donc il n'y aura plus de poissons pour nous. En plus, je pense qu'il y aura certainement aussi plus d'eau, ça voudra dire qu'il y aura certainement de l'herbe, beaucoup plus de végétation qui prendra le dessus. Donc impossibilité de pêcher, même lorsque l'eau remontera en hiver, parce qu'il y aura des eaux qui seront devenues un vrai torrent. L'eau de la rivière deviendra un vrai torrent. Donc conclusion, bah nous, pour nous, tous les pêcheurs, donc nous sommes évidemment contre la suppression des chaussées. Par contre, nous sommes bien d'accord avec M. Fournier au niveau des pelles. Comme il a dit, qu'il fallait ouvrir les pelles au niveau des moulins afin d'évacuer tous les sédiments qui sont derrière. C'est une bonne solution. Donc nous approuvons. Nous avons signé au niveau du Gardon-Douciron le moratoire qui nous a... D'accord. Voilà. Donc pour nous, nous avons constaté en règle générale un état sanitaire de la rivière qui s'améliore. Voilà. Donc au niveau des poissons, il y a beaucoup de poissons blancs. Nous avons des poissons qui sont remontés maintenant, d'ailleurs, on est là pour le dire, au niveau du silure, qui viennent de la Loire, qui sont maintenant très imposants d'ailleurs. Donc ça veut bien dire que le poisson arrive à monter. Il peut descendre aussi, s'il monte, il y en a qui descendent. Donc voilà. Donc c'est tout ce qu'on avait à dire au niveau de la société de pêche. On continue. La deuxième action, c'est le plan d'action du SAGE. On est toujours dans le SAGE, le plan d'action sur les ouvrages hydrauliques. Au-delà du principe de non-dégradation, je n'ai pas encore compris ce que ça voulait dire. La clé, Commission locale de l'eau, définit comme objectif un taux d'étagement de 40% par tronçon, c'est-à-dire que tout le bassin versant au niveau des rivières est partagé en tronçons, on va y revenir, avec à minima une réduction de 20% par tronçon en 2021. C'est-à-dire qu'il y a un... Alors, qu'est-ce que le taux d'étagement? Vous demandez ce que c'est que le taux d'étagement? Personne. En fait, on parle d'un tronçon, par exemple, un tronçon de rivière, un tronçon de Sèvres nantaise. On mesure l'altitude amont, l'altitude aval, et donc on a sur ce tronçon un dénivelé, le dénivellement. Ça, c'est la base. Et puis on prend les sommes de toutes les chaussées, on compte le nombre de chaussées qu'il y a sur ce même tronçon, on ajoute, on cumule les hauteurs de chute de chacune des chaussées, et ça c'est la somme des chutes artificielles. Donc somme des chutes artificielles divisée par le nombre de dénivelés, ça nous donne le taux d'étagement. Je prends un exemple parce que c'est un tronçon de 10 km. Voilà, c'est simple. On a en fait 10 mètres de dénivelé. Et vous avez 6 chaussées de 1 mètre chacune. Vous avez donc 6 mètres de chaussée, de hauteur de chaussée cumulée, sur 10 mètres de nivellement. Donc vous avez un taux d'étagement de 60%. Si vous avez 10 chaussées d'1 mètre, sur toujours nos 10 mètres de dénivelé, vous avez 100% de taux d'étagement. Et donc quand on revient, parce qu'il y a des portions de rivières sur le bassin de la Sèvre nantaise où il y a 100% de chaussée. C'est 100% pardon, de taux d'étagement. Donc on est en escalier en continu en fait. Et donc quand on est dans ce cas-là 100% de taux d'étagement et qu'on veut arriver à 40%, c'est donc 60% des chaussées qu'il faut enlever. Pour être clair, c'est 60% des chaussées qu'il faut virer pour supprimer le taux d'étagement. On prend le cas, on est à Bousset en fait, on est dans le tronçon Sèvres-Nantes 4. Il est appelé, son nom, aval immédiat Gala. En fait, il va environ du Longeron jusqu'à Clisson.
sur ce tronçon de rivière Sèvres-Nantaise, vous avez, alors primaire ou isolé, j'ai encore pas compris ce que ça voulait dire, 28 ouvrages, 28 chaussées. Le taux d'étagement 2013, 90%. L'objectif donc 2021, 70%, moins 20%, hein, et ça fait moins 6 chaussées. Objectif final à terme, on a entendu 40%, hein, c'est moins 16 chaussées. Sur le bassin, parce que j'ai fait le calcul de la totalité du bassin versant de la Sèvre nantaise, je vais prendre des notes parce que. Voilà. En tout, sur le bassin de la Sèvre nantaise, il y a 227 ouvrages chaussés. Hein. Pardon ? Ça fait en fait, pour vous situer, la première étape, on enlève, selon Sage, hein, on enlève d'ici 2017 jusqu'à 2020, tous les ouvrages en ruine ou sans propriétaire, ce qui représente 14 ouvrages. La deuxième étape, c'est l'étape 2021, moins 20%, ça concerne 30 ouvrages. Et pour arriver à 40% d'objectif taux d'étagement maximum, on supprime 129 chaussées sur le bassin versant. On n'a pas fini, hein. Pour vous situer, la première étape, c'est 360 €. La deuxième, 30 chaussées, c'est 1 250 000. La troisième, c'est 14 millions d'euros, l'objectif final. C'est ce que ça coûtera. Et derrière, il est demandé, ça c'est la clé qu'il demande, mise en compatibilité des autorisations avec l'objectif du taux d'étagement. C'est-à-dire qu'on va y arriver, en fait, tous les moulins ont des droits d'eau, ils sont réglementés. Et donc, on va supprimer les droits d'eau. Le préfet, en fait, en demandant au préfet de supprimer les droits d'eau. Et donc, ça sera fait par les autorités administratives compétentes, c'est le terme, c'est le préfet. Voilà l'objectif de la clé. Nous, ce qu'on dit, on a déjà dit ça au niveau du SAGE quand on avait l'occasion de s'exprimer au niveau des moulins, avec le 49, le 44 et le 79. C'est-à-dire qu'il y avait un commissaire enquêteur pendant une période donnée au niveau du SAGE. On a fait des belles lettres. René est venu avec moi pour les remettre à Clisson au niveau du commissaire enquêteur du SAGE. Et ce qu'on avait déjà demandé, qu'on continue de demander, c'est-à-dire que quand les vannages d'un moulin sont gérés, comme le préconise le guide du moulin, ça aussi, si vous voulez, alors ça, deux mots, je fais une parenthèse. Ça, ce guide a été édité par le PTB et les fédérations de moulins. M. Boris Osberden, qui est là, est très au courant. Donc, il y a tout dedans, en fait, au niveau des droits et devoirs des moulins. Et donc, quand on ouvre les vannages, comme le préconise le guide du moulin, l'ouvrage hydraulique concerné ne doit pas être inclus dans le taux d'étagement, c'est-à-dire qu'il vient en diminution. Il est transparent, en fait. Si on ouvre nos vannes, comme le préconise le guide du moulin, au moins l'hiver, eh bien, il n'y a pas à être compté comme étant une chute dans le taux d'étagement. Mais ça, on ne nous entend pas. D'où l'importance d'ouvrir les vannes. Voilà, c'est primordial. Parce que les calculs peuvent changer. D'autant, c'est ce que je m'apprête, vous voyez, c'est que ce taux d'étagement, en fait, je l'ai dit, il a été découvert, entre guillemets, par un monsieur Chaplet, qui était un étudiant en master d'écologie et autres cours de rivière, en 2010. En fait, il faisait une étude, un master pour l'ONEMA, et il a trouvé cette relation intéressante de rechercher la relation entre le taux d'étagement et le peuplement des poissons dans la rivière, ce qu'on appelle l'IPR, indice poisson-rivière. Et il a essayé d'en déduire une règle, et donc il a abouti à dire que le taux d'étagement ne devrait pas dépasser 60%. Mais on va y revenir. C'était en 2010, il y a eu beaucoup d'autres études depuis qui remettent en cause cette affirmation. Et d'autant, oui, alors je n'ai pas fini là, c'est qu'en fait, le taux d'étagement n'existe que depuis 2010. Les moulins, les derniers, vous savez, j'ai regardé, le dernier c'est 1785, le premier 1749, 1542. Bref, ça fait des siècles en fait que le taux d'étagement existe, hein, où il n'y a jamais eu en fait de problème de qualité d'eau, ni de circulation de poissons. En tout cas, pas depuis les 50 dernières années. Enfin, le problème existe depuis les 50 dernières années. Donc ce taux d'étagement, on n'y a jamais changé quoi que ce soit. On n'a pas construit de moulin, à ma connaissance, depuis un siècle et demi, quoi.
Alors on arrive au moulin et au droit d'eau, parce que justement pour arriver à respecter ce 40% comme objectif de taux d'étagement, on l'a vu, il faut supprimer les droits d'eau des moulins. C'est quoi les droits d'eau des moulins? Alors, première chose, les moulins sont le 3e patrimoine de France, après les châteaux et les églises. Donc on s'attaque directement au patrimoine. Un moulin sans rez-de-chaussée, ça n'a plus aucun intérêt. Alors il y a je voulais signaler parce qu'il y a le PTB a fait un très bel historique disponible sur le site sevrenantes.com. D'ailleurs, parenthèse aussi, vous avez, si vous souhaitez aller plus loin, quelques sites internet qui vous permettront de mener votre propre enquête justement sur tout ce qui est en fait tout ce qui a trait au droit d'eau et tout ça. Il y a sur Bousset donc 8 moulins, le plus vieux 1549, le plus récent 1785, et ils bénéficient tous, parce datant d'avant la Révolution, de ce qu'on appelle la consistance légale, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont été autorisés. Les moulins étaient des usines. C'est quoi la consistance légale d'un moulin? D'abord, il y a des droits d'eau, en fait, toute l'eau qui passe sur la chaussée du moulin peut être utilisée, en fait, par le moulin. Et donc, il y a les droits en titre, c'est-à-dire les moulins qui datent d'avant la Révolution. Pour le meilleur preuve, c'est d'aller voir sur la carte de Cassini, si votre moulin est porté sur la carte de Cassini. S'il y est, la carte de Cassini date des environs 1760, il est considéré comme ayant un droit en titre. Il a été construit avant la Révolution. Ce droit n'a jamais été ni modifié, ni supprimé. Pendant la Révolution, ils ont eu beaucoup d'idées parce que c'était la filière nourriture avec le pain, en fait. Donc ce droit existe toujours et c'est important pour votre moulin que de prouver qu'il existait avant 1789, 1790 exactement, l'abrogation des privilèges. Sinon, après la Révolution, il y a eu ce qu'on appelle les points de chaussée, les services des points de chaussée, et donc ceux qui ont été construits après la Révolution ont un droit sur titre. C'est-à-dire que là, vous pouvez aller voir aux archives départementales, il y a souvent en fait tout ce qu'il faut, tout ce qui concerne la construction et la réglementation de votre moulin. On les dit d'ailleurs réglementés. C'est important aussi que de pouvoir prouver que votre moulin en fait a été à un moment réglementé avec tout ce qu'il faut au niveau des procès de récolement. Alors, quand on a la consistance légale, on a des droits d'utiliser la force de l'eau à condition de la restituer en qualité et en quantité. Donc un moulin ne pollue pas, on peut comparer un moulin à vent qui utilise l'air, qu'il soit pollué ou qu'il soit pas pollué, en fait, il entraîne les ailes du moulin. Pour le moulin à eau, c'est pareil, l'eau elle est dans l'état, elle entraîne la roue, et on l'utilise pour la force hydraulique, mais ça ne pollue, on ne pollue pas. Alors ça c'est les droits, mais il y a aussi des devoirs, et notamment d'ouvrir les vannages, en fait, au moins l'hiver. Ça, si vous avez retrouvé la consistance de votre moulin, il est clairement dit dans cette consistance que vous devez, en fait, faire circuler l'eau, ouvrir les vannages. Donc, on n'a rien changé, et la continuité écologique, c'est ça, elle existait déjà à cette époque-là. Et encore voir guide du moulin. Donc, ce fonctionnement assure la qualité biologique de l'eau, oui, de la qualité chimique. On n'intervient pas là. Enfin, c'est pas le rôle des moulins d'intervenir sur la qualité chimique. Bon, alors dans un souci d'intérêt général, la commune de Bousset a lancé une expérience, dans un premier temps sur ces 6,5 km, la levée des vannages. Alors j'ai rencontré les propriétaires de moulins, des deux côtés de la Sèvre, côté La Bruffière et Bousset, pour les sensibiliser et leur rappeler qu'ils ont des droits mais aussi des devoirs. Reconnaissons qu'un certain laxisme est apparu au fil des années. Le 7 novembre, nous avons reçu à la mairie tous les propriétaires de moulins et ils ont signé une charte d'engagement. Aujourd'hui, 21 pelles sont levées, quoi. Donc, vous devez reconnaître cette charte. C'est vrai qu'on arrive à une période où il va falloir vraiment que tout le monde joue le jeu. Parce que, comme l'a dit Robert, si les pelles ne sont pas levées vraiment, les propriétaires de moulins perdront leurs droits. Ça, c'est d'une grande évidence.
Et il faut avouer aussi que quelque part, si les pelles ne sont pas levées, les sédiments sont bloqués et on occasionne vraiment une pollution, quoi. Et on est Donc, en tort. Et on est en tort. Et on est en tort. On est en tort. C'est d'une grande évidence. Pour moi, par contre, ce qui est important, c'est pas que l'hiver, quoi. Les pelles, il faut les lever toute l'année. S'ils flottent toute l'année au mois de juillet à fond les gamelles, les pelles, il faut qu'ils soient levés. En fin de compte, les propriétaires de moulins, ils se servaient au maximum de l'eau. Et il y avait, il y a quelques anciens qui sont de Boussay, ils se rappellent qu'il y avait très très peu d'eau qui passait sur les chaussées, en fin de compte. Aujourd'hui, j'ai vraiment pris conscience de ça, et bon, les 3 pelles sur la Grossière, ils sont levés, et j'ai quoi? J'ai pas plus de 5 cm sur la chaussée, là. Et c'est ça qu'il faudrait faire. C'est-à-dire, si on lève les pelles juste comme ça, c'est que dalle. Hein. Il faut vraiment que ça chasse. Hein. L'ouverture des vannages dès que l'eau passe sur la chaussée, c'est déjà la continuité écologique qu'avaient compris nos ancêtres avant nous. Pourquoi cette action n'a pas été privilégiée sur toute la longueur de la Sèvre? Ce n'est que du bon sens. Ne pourrait-on pas, à titre d'expérience, mener une action du barrage du Longeron aux portes de Clisson? Faire des analyses d'eau, en profiter pour faire des analyses d'eau, observer et en déduire des conclusions. Mais c'est faire cette expérience-là sur minimum 4-5 ans, voire 10 ans. Moi, je l'ai très vite vu à la Grossière. Il y avait aussi des sédiments, et là, on voit tous les petits cailloux et tout. Hein. Ça peut aller très très vite. Hein. Qui peut croire que l'effacement ou l'arasement des chaussées, de nos chaussées centenaires, est une priorité par rapport à la qualité de l'eau? Alors que depuis 1960, nos rivières ont été dégradées par différentes pollutions. Pourquoi l'agence de l'eau privilégie ou subventionne pour détruire alors qu'elle pourrait améliorer un système qui a fait ses preuves? On a parlé essentiellement des chaussées. Alors il existe, l'ANEMA a beaucoup de choses, organisé beaucoup de choses. Le référentiel national des obstacles à l'écoulement. Alors, il y a en France 61 475 obstacles répertoriés sur les rivières. Et la liste, elle est assez détaillée. On a les barrages, mais là, évidemment, on ne s'en occupe pas. Hein, ces barrages, Longeron et autres, ça n'entre pas dans les compétences des syndicats de rivière. C'est à côté. Même d'ailleurs, tout ce qui est rétention d'eau et autres, ça n'entre pas. La différence entre un barrage et un seuil, vous connaissez peut-être pas. Un seuil, en fait, c'est sur le lit mineur. Et le barrage est au-dessus du lit mineur. C'est-à-dire que normalement, il prend en compte aussi le lit majeur de la rivière. Pour que seuil et chaussée, c'est pareil. Hein, parce que voilà, seuil et chaussée. Ouais. Enfin, le terme français, c'est seuil, effectivement. On parle de chaussée localement. Hein. Il y a les ponts, en fait, on oublie de parler des ponts. Hein, c'est un obstacle à la rivière, le pont. Hein, on se contente de chaussées, enfin, on préconise l'arasement des chaussées, mais il y a les ponts. Il y a les digues. Hein, il y a aussi les épis en rivière. Quand on voit qu'on reconstruit sur certaines rivières des épis, c'est un obstacle à l'écoulement, en fait. Et puis les grilles. Voilà. C'est voilà les appellations, c'est disponible sur Internet, hein, on vous le met sur la liste. Hein. Le ROE, référentiel national des obstacles à l'écoulement. Si on continue, en fait, il y en a qui ne sont pas répertoriés. Les buses, c'est une vraie catastrophe. Les buses et les radiers de pont. Et puis, là aussi, ce qu'on ne prend pas suffisamment en compte, selon nous, ce sont les arbres. Les embâcles, en fait, quand l'arbre est tombé dans la rivière, c'est trop tard. Il devient hyper gênant et difficile à enlever. Voilà. Et c'est là aussi, tout ça, ce sont des obstacles à l'écoulement. Mais, en fait, on priorise, pourquoi? Les chaussées. Oui. Vous pouvez expliquer ce qu'est un épi? Un épi. Un épi, vous en avez en Loire aussi. C'est-à-dire que c'est un genre de petite digue qui va sur les côtés, qui part des côtés en fait de la rivière, et qui soit centralise le courant pour augmenter le courant au niveau du centre. En fait, par exemple, quand c'est une rivière ou un fleuve où on veut au centre avoir pas de bout pour pouvoir faire remonter la circulation des bateaux, en fait, simplement.
on met en fait le courant plus au centre de la rivière pour évacuer plus facilement les sédiments. Mais c'est un obstacle à l'écoulement. Il y en a même qui s'amusent à faire des épis de chaque côté pour que la rivière puisse ralentir le courant en fait. Les grilles, il y en a des fois c'est... Oui, c'est surtout pour retenir la végétation. La végétation, c'est vrai. Oui, quand elles sont bouchées, en fait, c'est un obstacle. Oui. Une protection, oui. Question, en fait, est-ce que nos rivières sont gérées? Parce qu'on nous parle beaucoup d'effacement de chaussée, mais on pourrait parler avant ça de gestion de la rivière. On prend, nous, en charge nos moulins, en tout cas c'est ce qu'il faut et ce qu'on dit, mais il y a derrière toute la gestion de la rivière. Quand on dit la gérer, en fait, c'est tout ce qui concerne dedans les arbres et autres, qui empêchent le bon fonctionnement de la rivière. Autrefois, les riverains, ils coupaient les arbres pour faire le bois. Aujourd'hui, on les récupère dans le fond. Autre question, est-ce que c'est la priorité en fait du syndicat de rivière que de gérer la rivière? Je ne suis pas sûr. Voilà. La gestion d'une rivière, c'est un propriétaire. Alors, c'est vrai. Normalement, c'est le propriétaire. Mais là, ça, tu en parlais tout à l'heure. Ah oui, alors oui, il faut que je dise le mot là, c'est bon. Qui est propriétaire de la rivière? Voilà. Le riverain est propriétaire de la rivière jusqu'à son milieu. S'il y a un îlot qui se fait, en fait, et que l'îlot est plus près de la rive, eh bien, le propriétaire riverain est propriétaire de l'îlot de la rivière. Et donc, à ce titre, effectivement, il est prioritaire, c'est son rôle prioritaire, de gérer et d'entretenir les rives. T'as raison, on est d'accord. N'empêche que c'est pas fait. Et donc, là, il y a un vrai problème. Juste pour mon cas, je peux vous dire que sur les 150 mètres de rive que j'ai enlevé 100 stères de bois, et avec les voisins, on a coupé 390 peupliers. Voilà. Pour vous dire que les arbres, c'est pas simple, et il faut s'en occuper. Et il n'y a pas de semaine où je ne retrouve pas un arbre qui arrive sur ma chaussée. Donc ça, c'est un vrai souci. Il faut, en fait, gérer les rives. Qui sont les propriétaires? C'est à chacun, en fait, de se prendre en charge. Sinon, c'est encore la communauté qui va devoir s'occuper de ça. Alors, c'est vrai, ça devrait commencer par les riverains. Merci. Prise en compte des savoirs vernaculaires, en fait, c'est tout ce que disent les anciens, le PTB l'a fait au niveau des moulins, mais il y a aussi tout ce qui est dit au-dessus, en fait, par nos anciens, au niveau de la gestion des cours d'eau et tout ça, les crues, et j'en passe. Ça mériterait qu'on s'en occupe. Et puis, j'ai mis deux nécessités, le grand bon sens, comme tout à l'heure M. Manson en parlait, effectivement, avant que de s'occuper de gros budgets pour raser les chaussées, essayons d'être un peu plus logique. Et aussi plus de transparence, parce que tout n'est pas dit, on ne nous dit pas tout plutôt. Alors, je reviens au taux d'étagement, parce qu'on a parlé de ce taux d'étagement qui avait été mis en place par un étudiant en master, M. Chaplet, et depuis en 2010, et depuis 2010, il y a eu des études très précises de fait, notamment une étude de Chris Van Noy sur l'impact des chaussées sur le milieu aquatique, 2014. Monsieur Van Noy, l'équipe Tormos et Chouchon, en fait, c'est le Mali, Milieu aquatique, écologie et pollution de Lyon. C'est un organisme officiel, sous tutelle de l'ONEMA. On est donc dans les services de l'État. Que dit cette étude? Alors cette étude, elle a été publiée dans Ecological, voilà. Elle concerne 17 000 km de rivière, c'est pas simple, pas mal, 5 500 obstacles, 6 critères d'analyse des obstacles à l'écoulement. Et tout ça dans le bassin de la Loire. On ne peut pas être plus près, elle est assez représentative. Que dit cette étude? Les conclusions. La variance globale des résultats, je vous mets le texte, c'est disponible sur le site Hydroxois. Elle est en anglais, mais ce sont des spécialistes en fait pour l'analyse des études. Variance globale des résultats n'est que faiblement associée à la densité des barrages. 25% pour les macro-invertébrés et seulement 12% pour les poissons. Ça veut dire que quand on veut supprimer les chaussées, on s'occupe de l'impact en fait que de 12% en fait de la responsabilité, et on ne s'occupe pas des 88% restants, qui sont d'autres. Bon.
après, c'est leur problème de trouver. Voilà. Les auteurs rappellent que ces résultats se retrouvent ailleurs dans la littérature scientifique, Wang en 2011 et Bush en 2012. Donc on confirme que, en fait, le taux d'étagement, ça ne sert à rien. Sinon, à 12% d'incidence sur les poissons. Et, deuxième chose, les métriques de la biodiversité ne répondent pas à la présence des barrages par des variations significatives. Ça aussi, c'est résultat pas étonnant, étude de Polo en 2007. Ça, c'est su de tout le monde, mais on persiste dans la volonté d'effacer ou de supprimer les chaussées. Ça a donné lieu justement à cette étude à une demande de moratoire, dont Bruno va vous parler parce que ça fait l'objet déjà de discussions au niveau des municipalités. Bon, j'ai eu connaissance d'un moratoire au niveau national. Après lecture, je suis allé voir M. Hainaut, notre maire, qui m'a donné son accord pour le présenter au conseil municipal. Ce moratoire a été voté à l'unanimité. Il a pour but de remettre en cause des décisions prises par des hauts fonctionnaires. Protéger le patrimoine naturel sans détruire les ouvrages. Prendre en compte la particularité de chaque rivière. Développer le potentiel hydraulique. Se concerter avec les élus, les riverains, les associations de pêche et les agriculteurs. Faire des propositions. Améliorer les dépenses considérables d'argent public. Redéfinir les classements des cours d'eau. Alors, et puis faire nommer par le ministre de l'écologie, la ministre de l'écologie, une commission de travail ouverte à toutes les parties prenantes pour définir les conditions d'une mise en œuvre plus équilibrée de la continuité écologique. Alors ce moratoire, je l'ai distribué, puis j'ai sollicité quelques maires, surtout au début les maires, les communes voisines. Alors aujourd'hui, on peut dire qu'il y a 5 communes voisines qui ont fait la démarche de le présenter au conseil municipal et ça a été signé dernièrement, je crois hier soir même. Donc il y a Tifauge, la Bruffière, Torfou et Cugan. Bon, et Poussé évidemment. Alors je l'ai présenté aussi aux associations de pêche, différentes associations de Poussé, le patrimoine, les marcheurs. J'ai sollicité aussi des associations de canoë-kayak, et puis les agriculteurs aussi. Voilà, je vais laisser parler monsieur Joël Caillot, le maire de Cugan. Je peux rajouter juste, alors ce moratoire est au niveau national, hein, c'est porté par les fédérations, les productions, toutes les productions d'hydroélectricité, en fait, hein, il y a beaucoup d'associations nationales, par les riverains, il y a au moins 6 ou 7 associations, nationales. Et il est destiné, en fait, effectivement, aux municipalités, mais aussi à tous les présidents d'associations, quelle que soit l'association. Et l'objectif, c'est de faire changer d'avis, Madame Ségolène Royal, on peut espérer, sur le classement des rivières et justement tout ce qui concerne les façons de choses. Donc, Monsieur Joël Caillot, maire de Cugan. Bon, d'abord, merci de me donner la parole, mais je trouvais que toutes les informations qui nous ont été données déjà depuis le début de cette réunion sont extrêmement intéressantes parce qu'elles nous permettent de reposer, je dirais, l'essentiel des enjeux. Qu'est-ce que je voudrais d'abord, on pourrait peut-être préciser que nous avons, nous, voté effectivement le moratoire au conseil municipal jeudi soir, l'unanimité qui n'était pas forcément gagnée, donc voilà. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Moi, je crois que d'abord, les chaussées, c'est une donnée très contemporaine. On regarde la problématique des chaussées à travers cette continuité écologique vue sous le petit angle du terme, sans s'interroger sur d'autres données. Pour notre part, vous connaissez peut-être Cugan sans doute, nous avons 13 chaussées sur 7 km de rive de rivière. Si on regarde, je m'excuse, mais je vais revenir un petit peu en arrière. Si on regarde quelle était à l'origine la fonction des chaussées, nous sommes, je dirais, à l'interface de 2 territoires qui étaient la Bretagne et le Poitou.
Et ces chaussées, au XVe siècle, c'était des lieux de passage pour passer d'un territoire à un autre. Et les hautes marches qui nous concernent, dans 4 communes, excuse pour ceux qui n'en feraient pas partie, Boussel, vous accueillez aujourd'hui, Gétigné de l'autre côté, juste à côté, en Loire-Atlantique aussi, et puis La Bruyère et Gugan, haute marche. Et donc c'était des lieux pour permettre de passer d'un territoire à un autre. 15e siècle. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Avec les évolutions, eh bien, ces chaussées, pour peu qu'on travaille un petit peu leur profil et que l'on crée des canaux, deviennent des lieux où on canalise l'eau de la Sèvre pour en faire une force hydraulique. De cette force hydraulique, eh bien, naissent à ce moment-là tous les moulins et toute l'activité économique que nous avons eue sur notre territoire. Cette activité économique, vous la connaissez comme moi, que ça a commencé par des papeteries, filatures, teintureries, etc. Nous sommes au 16e, 17e du moulin. Donc, ce qui me semble important d'avoir à l'esprit, c'est que ces chaussées, indépendamment des questions que nous posons aujourd'hui, elles ont une donnée patrimoniale essentielle pour notre territoire. Et si j'ajoute après, au pied de ces chaussées, se sont construits des villages. S'il y avait de l'activité économique, eh bien les gens sont venus habiter à proximité de ces lieux d'activité économique. Et nous avons des villages typiques de bord de Sèvre qui caractérisent effectivement cette histoire. Ignorer aujourd'hui cette histoire, c'est à mon sens ignorer notre passé culturel et économique. On est en train de s'interroger, je vais caricaturer et être volontairement provoquant. On est en train de s'interroger aujourd'hui sur ce que fait Daesh quand il détruit du patrimoine qui existe dans d'autres pays, Syrie, etc. Et nous, aujourd'hui, on fermerait les yeux sur une éventualité de destruction de nos chaussées qui correspondent à notre histoire et qui ont finalement forgé notre identité territoriale. 17e, 18e. On poursuit. Et aujourd'hui, eh bien, effectivement, parce que c'est à l'ordre du jour, il faut s'interroger sur cette continuité écologique. Continuité écologique, on est tous pour. COP21, ça se négocie encore. C'est indispensable de l'avoir à l'esprit. Mais en même temps, moi j'ai très apprécié ce qui a été dit sur la notion de bon sens, je suis très bon sens. On ne peut pas, sous prétexte de rendre coupables nos chaussées, ignorer d'autres données qui sont aussi essentielles quand on parle de continuité écologique. Et donc aujourd'hui, avec Adrien, qui est là, mon adjoint, qui suit le dossier aujourd'hui, nous avons eu sur la commune de Guyan, je vais simplement citer ça, un propriétaire a restauré les pelles, les vannes, le vannage, pour finalement redonner cette régulation, ce flux, qui permet effectivement à la rivière de réexister comme elle existait à une certaine époque. Et cet été, les réparations juste terminées, bon, il y a eu un petit souci, et là, les vannes ont sauté. L'emprise dans le sol n'était pas suffisamment solide, et ça a sauté. Le propriétaire nous a appelé, c'est dommage, on avait les photos là. Comment? Ouais, c'est ça. Nous sommes allés sur place 2h30 après. 2h30 après, pratiquement le bief à Mont, il n'y avait quasiment plus d'eau. Ça coulait encore. Et donc, c'est là que nous nous sommes dit, mais si demain il n'y a plus de chaussée, eh bien, il n'y a plus d'eau dans la Seine. Et ça veut donc dire que nous sommes, à ce moment-là, on ne peut plus parler de rivière, on ne parle que d'un petit ruisseau de rien du tout, avec de part et d'autre un lit de rochers, et donc, par définition, pousseront à côté de ce petit cours d'eau, de ce petit ruisseau, végétation un peu spontanée, avec effectivement aussi sans doute une microfaune et une microflore
qui sont complètement inadaptés et qui vont rendre... Je continue, et puis je vais revenir sur un autre épisode que j'ai fait un courrier en 2009, mais je vais revenir après. Et donc là, on va être confronté effectivement à l'arrivée du microfaune ou du microflore qui peut, par certains côtés, rendre la vie impossible dans les villages, parce que prolifération de moustiques, etc. Et là, c'est quand les chaussées seront détruites qu'on s'en rendra compte. On est sur une vision de l'immédiat, on n'est pas sur une vision prospective. On apporte une réponse à une question, mais on n'apporte pas une réponse à toutes les questions qui sont posées. Et c'est ça notre enjeu. Donc, je voulais aussi dire que 2009, juillet 2009, enquête publique. C'est dans le prolongement des lois qui ont été énoncées tout à l'heure, qui ont très, très bien été précisées. Une enquête publique diligentée par l'agence de l'eau, qui tombe au mois de juillet, qui nous arrive, nous, en mairie, fin juillet. Je sais pas, fin juillet, généralement, on fait un peu de pause. Hein. Alors, comme par hasard, je passe ici en mairie, et je regarde ce dossier, enquête publique. Et il était mentionné très explicitement les termes que nous revoyons aujourd'hui, qui concernent l'arasement de nos chaussées. Et à partir de ce moment-là, découvrant cela, c'est une enquête publique, hein, je ne sais pas, tout le monde l'a vu. Hein. Et à partir de là, je dis, mais c'est pas possible. Nous avons 13 chaussées, vous voyez, 13 chaussées, avec, certaines sont conjointes avec le Pousset, d'autres avec Chétinier, et d'autres avec Nisson. Et je dis, mais imaginons un instant, si on n'avait aucune chaussée, ce qui se passerait. Donc je fais un courrier. J'appelle d'abord le directeur de l'EPTB, que je réussis à joindre. Et je lui dis, mais attendez, qu'est-ce que vous mettez par? Quelle est la signification pour vous du terme arasement? Très gêné au bout du fil. J'ai dit, mais ça veut dire destruction. Ah. Alors, mais non, on tergiverse. Et dans la foulée, c'est là, je trouve que l'initiative qui a été prise par Mousset est une très très bonne initiative. Et moi, à ce moment-là, en 2009, j'ai mon courrier, j'ai fait un courrier derrière, on a délibéré en conseil municipal en septembre, début septembre, et j'ai envoyé mon courrier à tous les maires de Vendée qui étaient limites, qui étaient riverains de la Sèvre. Bon, là, j'ai pas eu ce moment-là le réflexe de l'envoyer aux riverains côté 44 ou 49. L'enquête publique a été retirée en septembre. L'enquête publique a été retirée en septembre. D'accord? Depuis, c'était plus ou moins le sommeil, et on voit bien que sournoisement, ça revient. Ça revient. Ça veut nous dire qu'on est face, effectivement, à des enjeux qui sont portés par une administration, c'est bien le terme. Moi, je suis intervenu à l'agence de l'eau lors de la présentation de leurs orientations 2016-2020. Ils ont sorti récemment, c'était à Nantes. Et je suis réintervenu sur ces questions-là. Mais donc, on voit bien nos enjeux. Et c'est vrai que je n'ose imaginer notre territoire sans chaussée. Si je reviens maintenant spécifiquement à Guyan, je m'excuserai de le faire, sur nos 13 chaussées, on en parle avec Adrien, il y en a 3 ou 4, peut-être 5, qui aujourd'hui n'ont plus la fonction qui leur revenait, parce qu'elles n'ont pas été entretenues, mais elles ne compromettent pas nécessairement, je dirais, cette transmission que nous voulons pour la Sèvre, pour les années à venir, pour nos générations futures. Tout simplement parce qu'à un moment donné, vous voyez bien, quand c'est de la dimension passage, de la dimension ensuite économique, il y a des chaussées qui sont construites chez nous, c'est peut-être vrai aussi ailleurs, à 50, 60 mètres, 70 mètres, l'une de l'autre. Et donc, dans ces cas-là, la deuxième chaussée n'a pas la fonction de la première. Et elle n'a pas nécessairement l'utilité de la première. Donc, elle n'a pas lieu nécessairement d'être conservée. D'ailleurs, c'est souvent celles-là qui sont en très mauvais état. Donc, on doit être, je suis d'accord avec l'esprit qui a été présenté tout à l'heure par Bruno, sur on est là aujourd'hui pour discuter, on est là pour échanger,
On est là pour peut-être faire part de nos analyses. On n'est pas là pour s'opposer, mais on doit être là aussi pour pouvoir être entendu sur le regard qui est le nôtre, qui est un regard de terrain, et non pas un regard du haut. Et donc, nous, on n'est pas aussi accueillants de dire, voilà, il y a sans doute 3, 4 chaussées. Elles vont mourir d'elles-mêmes, parce que c'est bien, une fois que l'eau passe dans une chaussée, elle ne fait que s'accentuer. Mais il y en a d'autres que nous voulons absolument conserver. Et on parle beaucoup de continuité écologique, mais aujourd'hui, la Sèvre, elle est multiservice. Si on ne met en avant que la seule continuité écologique, ça peut se faire au détriment de la pêche. Si on rase tout, eh bien, il n'y a plus de pêche. Il n'y a plus de base pour les canoës kayak. Il n'y a plus, etc., un certain nombre d'autres activités. Et à un moment où on s'interroge aussi beaucoup, il n'y a plus de moulin non plus, parce que le moulin Foulon qui a été réhabilité chez nous, il peut continuer à fonctionner parce qu'il y a la chaussée qui a été réhabilitée en même temps. Et cette chaussée permet de canaliser, etc. Et donc de transmettre aussi l'histoire de notre truc. Et voilà ce que j'avais envie de dire. Et puis, moi, c'est une autre interrogation, mais je n'ai pas la réponse. Que deviendrait la vie de nos villages de bord de Sèvre, où il y a aujourd'hui, si on regarde chez nous, mais c'est vrai aussi ailleurs, on a fait le tour des villages ce matin dans le cadre du PLI pour savoir ce qu'on avait fait. Donc on est passé sur nos gros villages de bord de Sèvre. Et je disais à la commission, regardez s'il n'y a plus la chaussée, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde. On a du mal à imaginer. Les gens des villages. Mais les gens qui y habitent, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Ça veut dire qu'ils sont en permanence, s'ils sont là, c'est pas d'une certaine manière, soit parce qu'ils y sont nés dans ce village, soit parce qu'à un moment ou à un autre, il y a une maison à vendre et puis ça les a intéressés de venir habiter dans ce village-là. Ces villages de bord de Sèvre, ils ont une âme. Il y a une vie sociale forte. Demain, il n'y a plus la Sèvre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La plupart d'entre eux sont d'ailleurs des pêcheurs. Ils sont généralement relativement écologiques par rapport peut-être à d'autres habitants que nous pouvons avoir ailleurs. Et donc on est bien là dans une dimension sociétale forte. Dimension sociétale forte qui se doit d'être prise en considération. On ne doit pas analyser la réalité de la continuité écologique qu'en ne prenant qu'un type d'angle d'approche. On doit prendre la globalité des questions qui sont posées. Pas simplement ce que je veux dire. Donc nous, on a délibéré, donc on rejoint le mouvement, et je trouve que plus on sera nombreux, mieux ce sera, de telle sorte que, effectivement, il y ait une autre analyse de celle que l'on veut bien nous présenter pour nous permettre, objectivement, eh bien, de poser effectivement l'avenir de nos chaussées et de la Sèvre, avec toutes ses composantes. Voilà ce que je veux dire. Oui, merci. Selon une étude de Villeneuve et Halle, 2015, la densité des barrages en rivière ne serait que le 13e facteur de la dégradation piscicole. Pour une anecdote, aux USA, on réintroduit les castors pour qu'ils construisent des barrages. Juste une petite précision. Un arasement, en fait, on baisse la hauteur de l'eau. On peut baisser sur une 30 à 50 cm. Voilà, en général, c'est une partie. Et autrement, pour supprimer la chaussée, on parle d'effacement. C'est-à-dire que là, on détruit toute la chaussée et on enlève tout ce qui est barrage. Il n'y a plus de barrage. Dans le sage nouveau là, de l'année de cette année, il est marqué à la page. On a la liste, oui. Page combien? Des chaussées qui vont être effacées. C'est marqué effacement. Ah oui, non. Alors, de toute façon, page 202. Effectivement, page 202, on parle d'effacement et on parle de même hauteur de chute. Enfin, c'est-à-dire que les hauteurs sont précisées. Pour vous dire, somme des hauteurs de chute devant être effacées, ça c'est l'horizon 2021, pour atteindre l'objectif de réduction de 20%, 43,47 mètres, soit environ 30 ouvrages. C'est dit, on
On parle du nombre de chaussées, mais on parle de hauteur de chaussée qu'on efface, donc qu'on supprime. Pour l'objectif somme des hauteurs de chute à équiper, ça c'est l'horizon, l'objectif final, on parle de 155 mètres, donc c'est 155 mètres de chute d'eau qui font 129 ouvrages. C'est la page 202 du bouquin. Hein. On n'est pas dans la rigolade, hein. C'est officiel. Ce sont les objectifs. Oui, on est. Qui vote et qui décide quels sont les décideurs de ce genre de document finalement? Est-ce que ce sont des techniciens? Oui. Non? Est-ce que ce sont des techniciens ou des élus qui votent ces documents? Les élus, hein. C'est pour ça qu'on cible les élus. La clé, commission locale de l'eau. Dans la commission locale de l'eau, il y a 3 collèges. En France, on a la particularité de mettre un grand nombre de personnes, c'est beaucoup plus diffus, et on fait le vote à main levée souvent. Un collège des représentants des collectivités territoriales. Donc là, ce sont nos élus. De leurs groupements et des établissements publics locaux. 31 membres. Et là, parmi eux, est élu le président de la clé. Le président de la commission locale de l'eau doit être élu parmi ces 31 membres. Il doit être au moins composé, alors ça c'est sur internet, hein, il doit être au moins composé de 16 représentants nommés sur proposition des associations départementales des maires, 44, 49, 79, 85. Chaque région et département désigne au moins un représentant sur proposition des assemblées délibérantes respectives. Le président de la clé est élu par et parmi les membres de ce collège. Deuxième collège, les usagers, les propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des associations. Ça, c'est tous les usagers, en fait, de la rivière. 17 membres. Donc déjà, on n'a pratiquement plus la majorité. Enfin, on est loin. Et ça comprend un grand nombre d'associations. Il comprend au moins un représentant des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie, des associations ou syndicats de riverains et des associations représentant d'autres usagers. Mais là, il n'y en a que 17. Hein, ça représente beaucoup, mais il n'y a que 17 personnes. Troisième collège, ce sont les représentants de l'État et de ses établissements publics intéressés. Et là, il y a 14 membres. Donc, on voit que les collectivités et l'État, c'est 31 plus 14, 45 personnes sur 61 membres. 62. Voilà. Quand on veut, nous, Association des Moulins, être présents à la clé, c'est une voix, et puis, voilà, on est 1 sur 62. Et alors, je peux continuer, hein, le dernier collège des représentants de l'État, c'est obligatoirement un représentant du préfet coordonnateur de bassin et un représentant de l'agence de l'eau. Je réponds à la question, oui, tout à fait. Il fallait que tout le monde le sache. D'accord. La dégradation des piscicoles par les barrages, ils ne parlent pas des cormorans, des hérons, des aigrettes et tout ça, qui sont protégés au niveau européen. Ça, c'est un enjeu inacceptable. C'est clair. Là, vous vous heurtez à une institution qui est l'Agence de protection des oiseaux. Moi, je fais partie des Amis de la Maine, que nous avons créé. L'association, nous l'avons créée en 2010. Parmi les adhérents, il y a Madame Picot, qui est conseillère municipale à Évreux. Mon voisin, Jean-Pierre Leroy, qui est conseiller municipal à Saint-Denis. Il y a Sèvres aussi. Et puis il y a l'association de Sèvres, Monnier, et les Amis de la Sèvre. Et puis il y a également les Amis du lac de Grandlieu qui sont à cette réunion. Alors moi je voulais parler, notre président n'est pas là aujourd'hui, je voulais parler de problèmes que nous avons eus et que nous avons toujours avec le syndicat de l'estuaire qui s'appelle Sèvres-Aval. Il y a des choses donc, qui ne correspondent pas du tout. Ils ont fait des choses qui ne correspondent pas du tout à ce qui se passe actuellement. Je prends l'exemple sur notre zone qui fait à peu près 4-5 km.
il y a une dizaine de kilomètres, si on va depuis la Vendée jusqu'à Pontcafino, ça fait une dizaine de kilomètres, il y a 7 chaussées. Il y en a 2 qui appartiennent au syndicat, je dis bien qui appartiennent au syndicat de Sèvres-Aval. C'est le correspondant à votre syndicat des vélos roulants. Eh bien, ils ont décidé de supprimer les vannes qu'il y avait sur une chaussée, et l'autre, elle est toujours dans le moulin, la vanne, elle est en mauvais état. On leur a proposé à nos frais de la réparer, ils n'ont jamais voulu. Donc, quand on parle parce que depuis 2010, on parle de la gestion de la rivière avec les vannes, eh bien, on ne peut pas le faire. Par contre, on a réparé d'autres vannes qui appartiennent à des privés. Ça, on peut se poser la question, maintenant, je ne vais pas aborder ce thème-là parce que c'est un peu polémique, mais on peut se poser la question de savoir si le syndicat de rivière ne fait pas exprès de ne pas gérer la rivière pour qu'elle soit encore plus mauvaise, pour avoir des arguments pour supprimer les chaussées. Est-ce qu'il faut le dire? Ça n'engage que moi, mais on peut se poser la question. On arrive il y avait quelque chose à dire concernant donc, le SAGE et les feuilles dont vous avez parlé tout à l'heure. Donc, la feuille qui a été donnée, qui a été votée par le SAGE, c'est la page 27, ce que j'ai là. Vous n'avez pas parlé tout à l'heure des hauteurs de chute moyennes. Donc, on s'aperçoit que, par exemple, la confluence Sèvres-Moine, Sèvres-Nantes numéro 5, le tronçon, parce que c'est divisé en tronçons, il est marqué hauteur de chute moyenne 1 mètre. Alors je ne sais pas si vous imaginez qu'une chute de 1 mètre, c'est rien du tout pour les poissons. Pourquoi on va détruire quelque chose qui n'a aucune influence sur l'écoulement d'eau, etc., et sur le passage des poissons. La plus forte, c'est la nôtre, c'est-à-dire celle qui va ça s'appelle Édin jusqu'à Pontcafino. Et la plus haute, c'est celle de Pontcafino en réalité. Mais Pontcafino appartient au département. Elle n'appartient pas à Sèvres-Aval. Voilà. Et ils ouvrent les vannes? Oui, voilà. Est-ce que les pales sont levées? Ah bah, ils sont sans doute. D'accord. C'est bien, tant mieux. Oui. Voilà. Qui les ferme? Ah non. Alors, vous les fermez, ces vannes? Comment? Vous les fermez quand les vannes sont ouvertes? On a 2 vannages qui marchent sur 5 chaussées. Comment voulez-vous qu'on fasse un vannage intelligent? Oui. Ah. Mais c'est vrai que là, c'est important. Il est certain que s'il y a un obstacle, ça ne peut pas aller. Mais alors, dans ce cas-là, il faudrait vraiment qu'il y ait une continuité. Oui, mais ça dépend de Sèvres-Aval. On n'a rien pu faire. Ils veulent absolument pas discuter. J'en fais partie. Je fais partie du syndicat Sèvres-Aval qui est à 5 minutes de Clisson. Et la commune d'ailleurs s'est proposée, c'est bien affiché, clairement contre la raton des chaussées. Mais à chaque fois qu'on discute à Sèvres-Aval, c'est de lignes parallèles, c'est impossible de discuter, c'est toujours. Enfin, une chose qui est sûre, c'est pas dans. La discussion est impossible. Oui, mais non, attendez. Pour moi, une chose qui est sûre, c'est pas dans la confrontation qu'on arrivera à quelque chose. C'est pas une confrontation. Non, mais ça ne pourra être que dans le dialogue qu'on arrivera à avancer sur tous ces sujets-là. Et c'est tous ensemble qu'on y arrivera en plus. J'ai montré des cartes postales anciennes où il n'y a plus d'eau du tout dans la rivière parce que le barrage était en très mauvais état. Et étant donné le dénivelé qui existe depuis la source jusqu'à pratiquement à son embouchure dans la Sèvre, on vit complètement, c'est sûr et c'est certain. Donc je leur ai montré, je leur ai dit, enfant, j'ai passé ma vie à côté de la rivière. C'était rempli de joncs parce que justement il n'y avait pas cet entretien, il n'y avait rien du tout. Et il y avait une autre faune, une autre flore, peut-être que c'est ce que vous attendez, mais ne me parlez pas à ce moment-là de continuité écologique, c'est ce que je leur ai dit. On dit, oh ben oui, mais ça peut être intéressant. Donc la mauvaise foi, elle est continue et permanente. J'interviens, je vous assure, pourtant, vraiment avec des arguments, en disant, non, rien à faire. D'où pour moi l'importance de cette réunion.
bon, je pense qu'il n'y a pas tant d'élus que je pensais, mais ma réunion, c'était surtout pour que on puisse avoir un bagage plus important en allant aux réunions, qu'on garde son objectivité et qu'on puisse voter d'une manière plus claire. Le souci, et ça je l'ai dit dernièrement à Jean-Paul Bréjon, qui est venu à la mairie avec Astrid Gallet, la directrice de l'EPTB, l'EPTB établissement public territorial du bassin de la Sèvre. Donc on a reçu ces deux personnes au bureau et on a avec le maire signalé tout ça. Je pense sincèrement que le problème, c'est que c'est des dossiers qui sont... C'est très très compliqué l'eau. Hein. Et alors c'est plein de dossiers qui s'enchevêtrent. Nous, en tant qu'élus, quand on arrive dans ces réunions, c'est la grande brasse. Quand on est arrivé vraiment à ces réunions, c'était la grande brasse, on n'y connaissait que dalle. Et le souci, c'est que les dossiers, ils sont ficelés. Alors, je pense que ça va avancer parce que déjà, aux réunions, les dernières réunions avec Hugan, Tifo, j'ai un peu fier, on a commencé à parler, parce que c'est pas facile non plus de parler devant 50 personnes comme ça. Et les dossiers sont ficelés, on ne connaît pas les sites, et ça, j'ai demandé qu'on avance là-dessus, aller sur site pour voir, parce que c'est facile, bon, on peut tous lever la main et voter, parce que c'est ce qu'on nous demande en tant qu'élus. On vote, mais on vote sur des dossiers qu'on ne connaît pas, et on vote sur des sites qu'on n'a pas vus. Et pour moi, c'est très dérangeant. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai voté sur un dossier que je ne connaissais pas au début de mon mandat. Alors, j'ai pas été le seul, on a été 40, enfin, je pense pouvoir dire qu'on était à l'unanimité, on a voté tous. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si c'était à refaire, peut-être qu'on verrait autrement les choses. Mais oui, le fait déjà d'avoir un discours qui n'est pas très clair, on va dire, on a du mal d'appeler un chat, quoi. Et pour moi, qui suis un ancien artisan, si on me parle de restauration, ben restaurer, ça veut dire embellir, ça veut dire remodeler, ça veut dire... mais ça ne veut pas dire détruire. Donc c'est vrai que j'ai eu l'impression quand même un petit peu de m'être fait borner, quoi. Voilà. Je vais donner la parole à Roger Plaque, qui est élu à Château-de-Gaulle. Je voulais simplement répondre à des gens qui se sont exprimés au nom de Sévreval tout à l'heure. Moi je suis élu de Château-Thiebaut, je fais partie de Sévreval aussi. Et j'avoue franchement que je suis un peu surpris d'entendre dire qu'il n'y a pas de débat. Car, attends, tu permets. Bon, attends, je t'ai écouté. Hein. Moi, je me rappelle avoir écouté vos questions. Je me rappelle des réponses qui ont été apportées, et notamment de dire qu'on était prêt à se déplacer chez vous. Pourquoi ne me dis pas le contraire. J'ai encore des comptes rendus. Si j'avais su qu'on pouvait être mis à la partie, j'aurais mis mes comptes rendus. Il ne faut pas nous exagérer. Moi, ce que je suis un peu surpris, simplement, c'est de me retrouver, moi, à Sèvreval. Et en plus, je suis venu un peu ce que je connaissais, Robert, mais le Sèvreval ne soit pas invité ici, parce que autant je trouve la réunion instructive, j'apprends des choses, parce que je suis venu justement dans un souci d'écoute et d'apprendre. Non, mais moi, je n'ai pas écouté qu'un son de cloche. Donc au moins, je me suis dépassé pour m'entendre. Et j'ai trouvé cette réunion jusqu'ici très bien, avec notamment la prise de parole du maire de Cugan, j'ai trouvé ça parfaitement positif. Et par contre, je ne voudrais pas laisser entendre que Sévreval ne fait rien. Parce que même s'il ne fait pas tout, même s'il ne fait pas tout bien, entre parenthèses, ils font des choses. Et pour les vannes, je peux vous dire que moi je suis le président de Cafino, les vannes sont ouvertes et on suit bien la réglementation dans ce domaine-là. Voilà. Vous êtes sur la partie navigable et qu'il y a beaucoup moins de problèmes. Sur la partie non navigable dont on fait partie, on n'a aucune écoute. On nous dit oui, mais dans la réalité, on a supprimé les vannages. On a un bief qui est complètement à sec, pratiquement l'été.
C'est dramatique. Les arbres, je l'ai dit, je me suis exprimée largement à chaque fois à Sèvres-Aval, je ne les ai pas vus. Je voulais simplement apporter un commentaire à force d'écouter et les uns et les autres. Moi personnellement, je ne suis propriétaire de rien, mais simplement membre du conseil d'administration de la VAM. Je pense que les élus ont une grosse difficulté parce qu'il y a deux choses. Il y a des syndicats de rivière dans lesquels ils sont partie prenante, et puis il y a des propriétaires. Et je crois que la problématique aujourd'hui, c'est de faire du terrain. Et je pense que là, c'est là où les élus responsables et en responsabilité dans les syndicats de rivière ont une grosse difficulté. C'est parce que est-ce qu'ils ont la possibilité et le temps matériel de faire du terrain, c'est-à-dire de bien comprendre et bien connaître les propriétaires et de faire en sorte que les propriétaires eux-mêmes aient envie, je dis bien, ou ont les possibilités d'entretien de barrages ou de chaussées ou entretien des moulins ou des pelles. Et c'est là où je pense que nous sommes peut-être au cœur du vrai sujet, c'est-à-dire que c'est de faire du terrain, et c'est qu'en faisant du terrain que tout le monde se comprendra. Tout à fait, je suis bien d'accord avec ça. C'est pas simple à gérer. C'est pour ça que et il ne faut pas qu'on accepte justement des traitements à l'emporte-pièce du genre on supprime 20 ou 30 ou 40 chaussées comme ça. C'est chaque cas est à étudier. Merci Rodin. Je voudrais donner un petit point de vue vis-à-vis du sage de Grandlieu. On a dit tout à l'heure, on est au droit, on est venu pour s'informer. Bon, personnellement, moi je suis au sage en tant que représentant d'un syndicat de marais du lac de Grandlieu et faisant aussi partie du bureau qui parfois valide pour l'ensemble du sage. Je trouve que forcément la façon dont on a inclus la continuité écologique et fait valider par l'ensemble du sage, comme vous l'avez si bien expliqué, finalement la plupart des gens valident sans vraiment connaître. C'est mon cas, je ne connais rien, mais moi je n'ai pas voté. Hein. J'ai voté non. Hein. On était 3 ou 4 comme ça seulement. Hein. Mais c'est pour dire que manifestement c'est pas clair. Alors, par le biais de l'association des moulins 44, on l'appelle l'AMLA, oui. Il est certain qu'il s'établit, dans le bon sens du terme, un certain rapport de force, hein, où ils ont prévenu le président du SAGE qu'ils entendaient bien, non pas corser les affaires, mais participer, dire la façon de voir qui correspond quasiment entièrement à ce que vous nous présentez, appuyant fortement sur le fait que l'Europe ne dit pas la continuité écologique, puisque c'est franco-française, comme vous nous l'avez expliqué, et moi, personnellement, je sens que la maestrance du sage ne sait plus trop comment prendre le bébé, entre guillemets, ne voudrait pas monter à l'affrontement, et disent maintenant, je dirais presque haut et fort, surtout, on n'arrasera rien sans l'accord des propriétaires. Mais à condition que les propriétaires soient tous très bien informés et non pas parfois militants sans trop savoir où ça les mène pour ces opérations-là. C'est beaucoup plus pernicieux que ça. Ah ben, c'est-à-dire qu'en fait, on vous dit ça, mais comme les agences de l'eau subventionnent à hauteur de 80% si vous effacez la chaussée, et que 40% si vous la rasez, et 0% si vous la réaménagez, le choix est vite fait. En fait, on vous dit, vous avez le choix entre l'arasement, on va dire, avec la destruction, on la descend de niveau, ou on réaménage des vannes. Okay, c'est 3 possibilités, effectivement. Mais, si vous faites une destruction, l'agence de l'eau vous subventionne à hauteur de 70-80% du montant du budget. Donc, le propriétaire dit, attendez, là, moi je veux pas que ce soit à mes frais, donc c'est très attractif pour le propriétaire que d'effacer, que de supprimer sa chaussée. Il y a un moindre prix. Si vous la rasez, c'est déjà moins intéressant. Donc en fait, leur moyen de pression est à ce niveau-là. C'est-à-dire que l'agence de l'eau, en fait, ne subventionne que
Enfin, pas que, mais prioritairement, ou plutôt de manière beaucoup plus importante, si vous détruisez. C'est comme ça qu'en fait ils agissent. Alors, oui, mais un moulin sans chaussée, c'est plus un moulin. Non, mais c'est ça leur moyen de pression. Pour la réparation des pelles qui n'ont pas, là. Anne-Marie Pénaud, je suis élue à Sainte-Mine de Clisson et je suis suppléante à Sébraval. Donc quand le monsieur tout à l'heure parlait des chaussées qui étaient la propriété de privés, notre souci à Sainte-Mine de Clisson, c'est que nous avons 2 chaussées qui sont la propriété de Sébraval. Donc ben voilà, nous subissons la situation et Sébraval, on ne peut pas dire qu'il n'écoute pas, qu'on ne peut pas discuter. J'y suis allée que 2 fois en tant que suppléante. Mais ben voilà, ils ont un objectif et ben on n'a pas grand-chose à dire dans les décisions. Concernant le lac de Grandlieu, ils ont 40, d'après les chiffres à moi, ils ont 40 chaussées et dans leur sage, il n'est nulle part parlé de taux d'étagement. Je l'ai lu, le sage. Le taux d'étagement, c'est uniquement dans notre sage à nous, la Sèvre et la Maine, enfin la Sèvre, du bassin de la Sèvre. Moi, je me renseigne là-dessus. Hein? Et alors, je termine par là. Notre association, quand on a vu ça, les Amis de la Maine, on a fait un recours gracieux auprès du préfet de la région, hein, en lui disant, on demande l'annulation des 7 pages dont vous avez parlé, en gros, là, concernant le taux d'étagement. On a reçu une réponse, mais je ne l'ai pas, puisque le président, c'est lui qui l'a reçu, il n'est pas là. Bon. Mais c'est important. Et autre chose, c'est-à-dire qu'il y a des communes comme Saint-Limine, Nécrefeuille, et puis d'autres, peut-être Roumouyé, qui seraient intéressées donc à se mettre ensemble avec des communes, oui, à débattre avec les communes d'ici. Il est certain que, en tant qu'élu, moi, je dois me positionner de manière à toujours être axé. Hein, et je n'irai pas manifester et tout. Hein. Je représente une mairie, et comme dit notre maire, on se doit déjà de représenter les citoyens et défendre les citoyens. Mais je ne suis pas là pour manifester ou lancer des pétitions et tout, ça je ne ferai pas. Par contre, libre à vous. Et c'est certain que c'est dans l'union qu'il y aura une certaine force. Si c'est juste... La première chose que j'ai faite, c'est de prendre contact avec les responsables des autres associations, des autres départements, les associations de moulins. Et c'est comme ça qu'il faut qu'on échange, en fait, hein, et prendre des positions communes par rapport à des choses, justement, sur les stages autres. Mais il faut qu'on échange déjà. Quand on a un problème, qu'on en parle avec les autres associations locales. Mais la clé de tout, pour moi, les propriétaires de moulins, il y a eu du laxisme, et tout vient de là en fin de compte, hein, faut pas rêver. Hein. Si toutes les pelles avaient été entretenues et que les pelles avaient été levées, on n'en serait certainement pas là. C'est pas sûr. Juste pour compléter ce que dit Bruno, l'origine des syndicats de rivière, c'est justement, j'allais dire, le désengagement. Oui, c'est le désengagement, le manque, je dirais, de par leur responsabilité, le manque d'action. Le syndicat des miniers roulants, je m'en souviens très bien, j'étais jeune élu, c'est dans les années 90. Celui qui a créé ça, bon, je ne vais pas dire qui c'est, mais vous l'avez peut-être compris. Donc c'est quelqu'un qui avait raison, il avait voulu créer une organisation publique pour pouvoir mettre en place des actions pour se substituer à la défaillance des propriétaires. Et l'objectif, c'était l'entretien des ouvrages et des rives. Point barre. Mais aujourd'hui, effectivement, à vous écouter, on est carrément à l'opposé. Pourquoi? Parce que effectivement, les résultats ne sont pas à la hauteur de ce qu'attendent aujourd'hui les sociétés en général. Les qualités de l'eau ne s'améliorent pas. Et quand on vous prouve par A plus B qu'une eau qui stagne s'enrichit d'algues, et c'est vrai, en tant que producteur d'eau potable, je sais ce qu'il en est. Hein, quand l'eau stagne et bien chauffe, il y a des algues, ça crée des cyanobactéries, et ces cyanobactéries, pardon, elles produisent dans certains cas des toxines, et quand on arrive à un certain taux, on est obligé d'arrêter de produire. Hein. Donc, vous voyez, c'est pas simple. Mais bon, ceci dit, c'est pas parce qu'à un moment donné, il y a des problèmes sur l'eau
qu'il faut dire qu'il faut pas stocker l'eau. Parce que moi, quand j'étais gamin, j'étais me baigner à la sève. Elle était pas... Je pense qu'elle était... Aujourd'hui, on dit qu'elle est impropre, mais je pense que quand je me baignais, je voyais pas mes pieds. Hein. Je voyais même pas mes genoux. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment une responsabilité. On est tous responsables de cette situation. Et moi, élu, j'en prends ma part aussi. Parce que ça a été dit, vous avez raison, le SACH il a été mis en place. Du moins, s'il a été voté à un moment donné, les élus ont pris position. Mais c'est pas facile quand on est élu, qu'on est élu d'une petite commune, qu'on est c'est un petit peu le bureau des pleurs d'une part. On a des gros dossiers quand on a des projets. On n'a pas des staffs conséquents pour les porter. Donc on les porte en partie nous-mêmes. Hein, parce qu'on est des très petites équipes. Alors pour vous citer un exemple très concret, et je ne voudrais pas que ça crée de polémique, mais à Torfou, il y a eu Torfou Tifo, il y a eu cet été, il y avait donc, c'était programmé une destruction de chaussées. Moi ce dossier-là, j'en ai eu des remords, parce que pourquoi? Parce qu'à un moment donné, quand on nous a présenté ce dossier, moi j'ai pas trouvé mieux que de dire à mon collègue élu qui représentait notre collectivité au niveau du syndicat, notamment Minier Roulant, je lui dis de se réunir avec les pêcheurs. Pour moi, les riverains, c'est soit les agriculteurs, soit les pêcheurs, soit les habitants. Mais qui mieux qu'un pêcheur connaît la rivière? Je pense que c'est eux qui connaissent mieux. Vous êtes au bord de l'eau. Vous êtes les premiers agents. Vous êtes au bord de l'eau. S'il y a une pollution, vous êtes les premiers à signaler avant l'ONEMA. Donc vous avez un rôle important. Donc j'ai demandé à ce que ce soit les pêcheurs qui soient force de proposition. À un moment donné, au début, j'avais cru comprendre qu'ils étaient hostiles, et à la fin, je ne sais pas s'ils avaient pris des doses d'homéopathie, mais à la fin, il n'y en avait plus qu'un qui défendait le maintien de la chaussée. Voilà. Donc, vous voyez, en tant qu'élu, après, on vous refile le dossier comme ça, devant le bureau de la municipalité. Moi, j'ai pas creusé, j'ai pas fait l'inventaire de tous les éléments qu'on aurait dû prendre en considération. Et après, bon, il y en a d'autres qui ont réagi de l'autre côté de la rive, mais c'est pour vous dire que c'est pas simple. Enfin, mais je sais qu'on est responsable en partie de ce qui se passe. Mais vous, propriétaires, sachez que si tout avait toujours été bien fait, ben, on s'en serait pas là aujourd'hui. Mais ce que je vous renvoie pas la balle, hein, parce que nous, en tant que collectivité, on fait partie des propriétaires aussi. Une chose aussi à signaler, il y a un vrai divorce entre les pêcheurs, ceux qui pêchent, les présidents d'associations locales de pêche, et les présidents des fédérations. Vous avez encore, enfin moi j'ai ma carte de pêche, j'ai encore reçu hier soir un mail en fait de monsieur Buchou, président de la fédération de pêche de Vendée, qui se vante en fait lui d'avoir encore supprimé une chaussée au Boupère, Mervion, quelque chose comme ça. Morvion. Ouais. Non, c'est pas Mervant, hein, et donc en fait, là il y a on pourrait dire que c'est un divorce. Alors, les amis pêcheurs, j'ai ma carte de pêche aussi, c'est pour ça que je reçois ça. Il faut quand même que vous sachiez que dans la taxe que vous payez sur votre carte de pêche, une grande partie va au financement de l'ONEMA, qui, l'ONEMA, supprime les chaussées. Ça, c'est pas dit non plus. Et une partie qui va aussi à l'agence de l'eau. Quand on dit ça, non, l'agence de l'eau, c'est... Quand on dit ça au président local, il tombe de nu, quoi. Hein, ben, c'est pourtant ça, en fait. C'est-à-dire qu'on paye indirectement le financement de l'ONEMA par les taxes sur nos cartes de pêche. C'est pour ça qu'elles sont si chères. Pour les agences de l'eau, juste pour aller au niveau des agences de l'eau, leur financement provient à hauteur. Alors là aussi, il y a un scandale, en fait. On va créer de polémique. Les agences de l'eau sont rétribuées à leurs ressources 85% par les taxes qu'on paye sur les eaux usées particuliers, qui eux ne polluent qu'à hauteur de 15%. Et 15% de leurs ressources sont versées par ceux qui polluent à hauteur de 85%. Je ne sais pas si je suis clair. Quand on dit pollueur-payeur, c'est le monde à l'envers. On n'est absolument pas dans le slogan français pollueur-payeur. Pas les deux. Donc, on ne nous dit pas tout, je continue de le dire. Là, juste, c'est un petit trou à eau, hein, pour le plaisir, avec au centre l'eau qui entraîne la roue. Et donc, on a autour de cette roue, comme l'a dit M. le maire de Cugan, le côté patrimoine historique, on ne peut pas le nier, l'art, l'architecture, les savoir-faire, le tourisme, c'est les roues, donc les moulins,
c'est un patrimoine historique. Il y a un patrimoine biologique, quoi qu'en dise l'ONEMA, il contribue en fait à la diversité des milieux, à la biodiversité, à garder des espèces endémiques, et ce sont des zones refuges. Il y a le patrimoine écologique, atténuation des crues, stabilité du milieu, fixation des gaz à effet de serre, on ne regarde pas suffisamment ça, gaz à effet de serre, je crois que c'est d'actualité. La dénitrification, en fait, quand l'eau stagne, quand même, les nitrates restent et en fait ne vont pas s'écouler plus loin. Fixation du phosphore et oxygénation par la chute des chauffeaux. Et puis il y a le patrimoine énergétique, on n'en a encore pas parlé du tout de ça, mais on est à Bousset. Vous savez qu'à Bousset, il y a 8 moulins, 8 chaussées, dont 2 en fait sont équipés de générateurs, de turbines, pour faire de l'hydroélectricité. Gérardo, Bertrand de Gérardo, et André Mouillet, qui vient de mettre son installation en service. Voilà. Bravo, bravo. Parce que ça, c'est un vrai avenir au niveau de l'énergie. Énergie renouvelable, pardon. Réduction des émissions de CO2 repas, création d'emplois ruraux. Alors, on peut s'étonner, si j'en reviens au tout début, que nos amis protecteurs de l'environnement ne soient pas justement dans cette logique de production énergétique. C'est une énergie renouvelable qu'on ne veut pas considérer. Juste un mot complémentaire à ça, Madame la Ministre a accepté, sous pression, de passer... Alors, l'énergie hydroélectrique, c'est la 2e de France, hein, après le nucléaire, au niveau quantité, enfin, puissance. Et donc, elle a accepté de passer cette production d'énergie à 2023, de passer donc de 1 TWh, vous irez voir, c'est 12 puissance 10 watts, à 2 TWh. Donc il y a une petite volonté d'aller vers cette hydroélectricité. 2 blocages quand même. Le premier, c'est qu'il faut des installations de 35 kW minimum. Vous avez combien ? 35 kW. Ouais, il faut avoir 35 kW. Oui. Et ne pas... il y a une deuxième contrainte. Ah oui, alors c'est réservé aux collectivités et aux industriels. Vous avez de la chance parce que... on est obligé de faire une demande déclarée producteur de... Voilà. C'est la première chose. Il faut regarder ça, mais moi je dirais qu'il faut quand même garder les chaussées parce que ça c'est aujourd'hui la politique du gouvernement, mais elle peut évoluer demain pour nos petits-enfants. Si un jour on change de logique et qu'on veut produire, enfin faire plus d'hydroélectricité, c'est de la petite hydroélectricité. Alors, je vais parler de mon cas, hein, juste pour vous situer. J'ai des panneaux photovoltaïques sur mon toit. Pour ça, on m'a donné 8 000 € pour 3 kW. 8 000 € pour 3 kW. Quand on fait une installation dans les moulins, c'est 35 kW, 12 fois plus. Vous multipliez si on faisait le ratio. 8 000 € par 12 pour mettre en service une installation d'hydroélectricité dans un moulin. Ça approcherait 100 000 €. On paye les 3/4 de l'installation. Je sais pas combien vous a coûté. Exactement. C'est combien vous a coûté 80 000 €. On paye plus que l'installation. On a tout dit. On a tout. Pour ce qui nous concerne aussi, 2009-2010, compte tenu de ces craintes, on s'est dit la meilleure façon de sauver nos chaussées, c'est d'être offensif et ne pas faire de la résistance. Et sur la plus grosse chaussée que nous avons sur la commune, nous avons essayé de faire une étude pour effectivement installer une centrale hydroélectrique. C'était en 2010. C'était à l'époque, au regard de l'investissement que nous avions fait, ce n'était pas rentable. C'est un dossier qui est toujours dans les cartons et nous allons sans doute tenter de le ressortir très prochainement pour nous permettre effectivement de s'inscrire dans cette logique que vous venez d'expliquer. Je pense qu'aujourd'hui, à travers effectivement la Sèvre et à travers les chaussées existantes, on a cette possibilité effectivement de produire une énergie. Bonjour à tous, Pierre-André Terrois, je suis maire du Palais et propriétaire d'un moulin, c'est pour cette raison d'ailleurs je suis venu, et nous avons un deuxième moulin qui est propriété communale. Effectivement, j'ai la même idée de produire l'électricité à partir de ce moulin, qui est pratiquement réinstallable très facilement, puisqu'il en a produit dans les années 60. Et je pense que là, une opportunité très intéressante de répondre à la fois à la directive, effectivement, de produire un peu plus d'énergie. En plus, je crois que c'est une énergie gratuite. Et puis si effectivement ça pouvait empêcher qu'on puisse démanteler nos chaussées, ça nous irait parfaitement.
Enfin, pour moi, ma part, le moulin contribue à améliorer la qualité de l'eau, jusqu'à preuve du contraire, et en fait à une vraie utilité et donc un vrai avenir. On en a déjà parlé, c'était pour présenter monsieur et madame Mouillet qui étaient le deuxième producteur de la commune d'électricité. Donc pour moi chapeau bas parce que je sais que c'est un dossier qui a été très compliqué pour vous. Ça a été, on peut dire, le parcours du combattant. Et puis on a été pour photographier un peu l'installation avec l'armoire électrique et puis le générateur, la nouvelle roue qui est vraiment superbe. Faut savoir que tout est repensé et maintenant c'est des génératrices qui sont aimantées et qui produisent dès que ça commence à tourner, quoi. Donc ça n'a rien à voir avec... À 200 tours, vous produisez du courant. Tout à fait, oui, je ne connais pas. En temps, il fallait une génératrice, on commençait à 1500 tours. D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas des projets farfelus, parce que globalement, entre 8 et 10 ans, c'est des projets qui sont rentabilisés. Hein. Sur 10 ans, c'est un maximum, ça doit être rentabilisé. Oui. Quelle est la production électrique maximale on peut ressortir de ces installations? On parle de droit. Ah bah c'est par rapport à tes droits d'eau. Alors chaque moulin est particulier, quoi. Oui, ça dépendait. Il y a eu une réglementation sur les installations d'eau à une période. Les capacités de production force kilowatts. Et moi, quand j'ai écrit, moi, pour faire mon dossier à la préfecture, j'avais demandé simplement si j'avais un règlement d'eau, puisque je remplissais les conditions. Le moulin avait été construit avant la Révolution, donc il n'y avait pas de problème. Sur la carte de Cassini, il existait, donc on remplissait les conditions pour le faire. Ouais. Mais alors, il y a eu, je crois que c'est une étude qui a été faite par les ponts et chaussées dans les années 20 ou 30, où ils avaient relevé la puissance de chaque moulin, la puissance hydraulique de chaque moulin. Alors en principe, si votre moulin est réglementé, il vous demande la puissance que vous aviez à l'époque. Si vous êtes propriétaire en titre, donc avant Révolution, il n'y a pas de... Moi j'ai déclaré par exemple pour mon cas qu'il y avait 2 roues hydrauliques, une de 30 chevaux et une autre de 15 chevaux. On avait 2 roues hydrauliques qui représentaient 45 chevaux de force. Et en parallèle, on avait 2 moteurs électriques également de 30 et 15 chevaux. Et on tournait à peu près 6 mois l'année, de novembre à avril, avec la production hydraulique. Et après, on composait suivant le débit d'eau. On arrêtait une roue, on mettait le moteur électrique qui compensait de l'autre côté. Enfin, on jouait avec les éléments. Et il n'y a pas de limite de production, je dirais, en kilowatts, en mégawatts. Non, alors justement, il se base sur vos installations que vous aviez existantes avant, pour vous donner le... Alors, de toute façon, si vous passez au-dessus de 35 kW, oui, vous êtes considéré microcentrale. Alors à ce moment-là, c'est encore un autre cas. Mais jusqu'à 35 kW, vous pouvez y aller. Il y a un site internet qui s'appelle Restore Hydro, et en France, il y a 7000 moulins répertoriés. J'ai eu la surprise de constater que le mien, il y est porté, avec 20 kW potentiel. Donc, et ce Restore Hydro, en fait, j'ai des démarches éventuellement pour faire monter un dossier. Mais le dossier, c'est 2 ans, 3 ans minimum. Là, on parlait surtout des chaussées. Il y a en fait une cartographie des cours d'eau en cours, qui est demandée par le ministère de l'écologie et des énergies nouvelles. Cette cartographie, pas simple, elle doit être faite selon ses exigences avant fin 2015. Et par la DDTM, l'EMA, etc. Et les communes sont en première ligne pour ça. Avec un risque derrière, c'est que l'objectif, c'est de créer un guide d'entretien des cours d'eau. Et à chaque fois que vous déclarez un cours d'eau, il faudra demander une autorisation. Je mets un drainage, par exemple, de champ pour un agriculteur qui n'a jamais été un cours d'eau. Il faut aller voir, hein, c'est épique. Il le déclare comme étant un cours d'eau. Derrière, si vous voulez faire un barrage ou une épuration ou même le curer, il va falloir demander une autorisation.
Voilà, c'est prudence. Je vous encourage vivement à regarder ça à deux choix. Quant à dire c'est un cours d'eau ou c'est pas un cours d'eau. Vaut mieux dire que ça n'est pas un cours d'eau. Et les communes sont dans le même cas. Nous-mêmes, les moulins, on nous dit le canal de fuite du moulin, ça peut être un cours d'eau. Donc voilà où on en est. Alors, attention. Ça promet du bon temps. J'ai même entendu, je me souviens de Maurice Gobelin, que les données ne sont pas les mêmes d'un département à l'autre. Donc, c'est aussi. Donc, si vous avez ça à faire, si on vous le demande, regardez-les à deux fois avant d'approuver. Oui, mais ils sont en train là, de l'affiner, hein, ça va être en détail. Et puis, une loi qui va tomber aussi, je ne sais même pas si elle est en cours ou pas, la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. La GEMAPI, avec une rediscussion de tout de qui fait quoi et qui décide de quoi. Pas ça. Et le transfert de compétences. Et on oublie toujours dans tout ça le rôle des distributeurs d'eau. Eux, ils sont en train de faire du lobbying pour contrôler un peu tout, la qualité et la distribution d'eau. Merci de votre attention. Celle-là. Oui, ça c'est la destination des EPTB. Nous, à BAM, on est prêt à aider le PTB à participer activement à la sensibilisation des propriétaires laxistes pour l'ouverture de leur banage. Parce qu'en fait, je dis à Damien Gallard, il est un peu tombé des nues. J'ai dit, nous, si on peut vous aider à faire passer des messages auprès des propriétaires, il est clair qu'on va dans ce sens. Voilà. On n'est pas d'accord toujours, mais au moins pour faire de leur sorte que les propriétaires ouvrent les banages ou entretiennent les rives des rivières, la BAM est prête à avancer dans ce sens. Le sujet de l'eau, il y a 10-15 ans, n'intéressait qu'une minorité de personnes. Aujourd'hui, les citoyens prennent conscience de l'importance de l'eau. Depuis quelques années, on nous parle de couches d'ozone, réchauffement climatique, montée de l'eau, des océans. Si nos retenues d'eau sont arasées, tout ira directement à la mer, la pollution avec d'ailleurs. Que deviendra les rivières si les prévisions dans 50 ans sont maintenues? Nous demanderons des subventions pour reconstruire les chaussées. Des progrès ont été faits dans différents domaines. Pour les stations d'épuration des communes, de nouvelles normes vont permettre d'améliorer la qualité de l'eau dans les années à venir. Depuis des années, des normes drastiques ont été demandées aux agriculteurs. Une prise de conscience de leur part sur les dangers de certains produits est acquise. Des analyses de l'EPTB ont révélé des molécules de strychnine, je crois que je prononce strychnine, interdites à la vente depuis 20 ans. Ayons conscience et acceptons le fait que nous avons tous pollué notre terre, qu'il va falloir du temps pour qu'elle digère tout cela. Pendant plus de 50 ans, nous avons tous eu des pratiques extrêmes. Aujourd'hui, trouvons le juste milieu. C'est pour l'intérêt général. Il faut juste changer nos habitudes. Exemple, le jardinier qui met des granulés pour les limaces, apparemment, il y a des traces dans l'eau. Hein. Ça a été retrouvé. Hein. Donc c'est pas grand-chose, mais si tous ensemble on fait chacun nos efforts, c'est OK. Hein. Pour revenir au vannage, est-ce que les communes doivent sensibiliser les riverains, les propriétaires de moulins, pour aider les syndicats, améliorer la communication avec les propriétaires de moulins? Je pense qu'on a tous notre rôle à faire aussi là-dessus. Aujourd'hui, parce qu'il faut savoir que, par exemple, au syndicat des miniers roulants, ça part des portes de Clisson jusqu'à Saint-Mémin presque. Il y a un technicien de rivière, il a un boulot monstre. Et on ne peut pas tout demander, c'est pas possible. Aujourd'hui, y a-t-il des bonnes âmes qui seraient prêtes à former une équipe pour restaurer des vannages? Il y a une liste de prêtres sur la table. Arrêtons d'être assistés. Les anciens entretenaient les berges et les fonds de rivière. Ils retiraient du sable tous les ans. Aujourd'hui, c'est interdit. Tous les propriétaires ou les locataires de terre
de terre, les champs, quoi, hein, devraient, doivent entretenir les berges, les arbres. Cela fait partie des devoirs aussi. Et là encore, il y a du laxisme. Ce sont les syndicats de rivières qui remplissent cette tâche et enlèvent les embâcles. Est-ce normal? Restons positifs, hein. C'est tous ensemble qu'on peut y arriver. Voilà, merci d'être venus. Et puis je suis content parce que ça s'est passé dans le dialogue et c'est vraiment ce qu'on voulait. Essayer de faire bouger les lignes et que c'est pas un camp qui a raison et un camp qui a tort, c'est pas ça. On a tous raison, on a tous tort. Il faut juste remettre ça dans le contexte et puis essayer d'avancer. Voilà, merci.